France Maghreb 2. Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. On est ensemble jusque 18h30 pour le grand forum en ce mardi 17 janvier. Ravi de vous retrouver avec tout à l'heure en dernière partie le journal de la Coupe d'Afrique des Nations, et rien ne va plus pour les équipes maghrébines. On y reviendra d'ailleurs tout à l'heure à 17h30. Un mauvais départ pour l'Algérie, pour la Tunisie et pour le Maroc. 2 défaites, un match nul. On verra tout cela donc avec vous, chers amis auditeurs, et sans oublier aussi l'ami Amar pour l'éphéméride qui sera là pour nous donner les principaux événements de ce 17 janvier. Pour m'accompagner aujourd'hui, ils sont 2. Il s'appelle Karim, ça fait un petit moment qu'il n'était pas venu nous voir. Salut Karim. Salut Christophe, bonjour à tous les auditeurs. Comment ça va Karim? Très bien, et toi? Ravi de te retrouver. Merci. Et puis notre ami Jamel Larmery est avec nous. Comment ça va Jamel? Et toi, comment tu vas? Bonjour à tout le monde, bonjour à toi, bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices. Jamel Larmery qui est toujours chercheur en islam contemporain à l'université de Strasbourg, président de la FPI, Académie française de la pensée islamique. Exactement. Et auteur du livre d'ailleurs sur Malek Benabi, le deuxième. Malek Benabi, une vie au service d'une pensée qu'on peut retrouver en ligne sur les sites de la FNAC, Leclerc et bien d'autres. Voilà, donc n'hésitez pas, évidemment, faites-vous plaisir. Alors, dans cette émission et avec vous, 3 sujets aujourd'hui que l'on a choisi d'évoquer. L'état d'urgence sert-il encore à quelque chose? Alors, on va se servir d'une déclaration de Arnaud Montebourg qui pour lui n'a pas besoin de l'état d'urgence pour assurer la sécurité des Français. Pensez-vous qu'il soit raisonnable de poursuivre avec cet état d'urgence qui, je le rappelle, est en vigueur jusqu'après l'élection présidentielle? Un deuxième débat sur Emmanuel Macron, qui est visiblement l'homme qui dérange, ou qui commence à déranger un certain nombre de partis politiques. Il monte en flèche dans les sondages. La question sera toute simple: peut-il être la surprise de l'élection présidentielle? Et puis, bien sûr, après le j'aime ou j'aime pas, on parlera un petit focus de sport, de foot en particulier, la Coupe d'Afrique des Nations qui a débuté depuis samedi dernier au Gabon, et un gros mauvais départ des équipes maghrébines, l'Algérie qui a fait match nul, la Tunisie et le Maroc qui ont perdu leur premier match. On vous demandera, d'après vous, qui parmi les 3 équipes pourra se qualifier pour la suite de la compétition. On vous demandera vos pronostics donc tout à l'heure. Alors mon cher Karim, ton avis tranché? Alors, mon avis tranché, c'est par rapport à Emmanuel Macron, notamment. Ça tombe bien, on en reparlera. On en reparlera tout à l'heure, si tu veux bien. C'est l'homme qui dérange à gauche, et notamment les soutiens de Hollande qui ont décidé de dégainer un peu les armes ce week-end, depuis ce week-end, en tout cas, d'ailleurs dans le JDD, pour détruire, si je peux me permettre l'expression, Manuel Valls. Oui, absolument. Jamel, de quoi allons-nous parler avec toi? De fraternité. Ça fait du bien. Ça fait du La bien. fraternité, ça fait du bien dans ces temps un petit peu où on cherche à diviser, c'est clair, monter les Français les uns contre les autres. Moi, je vais parler de fraternité. Ça va pour une bonne part qui va reprendre en fait un extrait d'un article que j'avais écrit suite aux attentats du 13 novembre, qui s'intitulait Fraternité du sentiment à l'action. Et c'est un article qu'on peut retrouver sur le blog Mediapart. Ah, parfait. Qui a été publié en novembre 2015. La fraternité du sentiment à l'action. Parfait, à découvrir donc tout à l'heure. Vos coups de cœur, messieurs? Alors toi, c'est pas un coup de cœur, mon cher Karim, c'est un coup de gueule. Moi, c'est pas un coup de cœur, mais c'est plutôt un coup de gueule contre les équipes du Maghreb, notamment l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, suite à un début catastrophique, exactement, lors de la CAN de cette année. Mon cher Jamel, un coup de cœur? Oui. Alors moi, c'est un coup de cœur, mais ça va être une interdiction. C'est une interdiction du voile intégral au Maroc, décidé au Maroc. Très bien. Donc à la fois l'importation, la fabrication et la commercialisation. Et si tu te rappelles bien, Christophe, il y a 2 semaines, on parlait de ce complexe des pays maghrébins vis-à-vis des pays des pétromonarchies, notamment sur le plan religieux. Là, c'est une interdiction que je cautionne et que je soutiens pleinement. Très bien. Tu nous expliqueras pourquoi tout à l'heure. On va pas être d'accord. Oui. Très bien, parfait. Eh bien, sachez aussi que notre libre antenne entre 40 et 50, vous aurez la possibilité de nous appeler au 01 40 33 9000 pour nous dire ce que
vous voulez. Interpeller par exemple Jamel ou Karim, ou tout simplement nous balancer une info, un truc qui se passe près de chez vous, ou nous dire tout ce que vous voulez, réagir, bref, en toute liberté, il faut que ça aille vite. Et puis en coup de cœur musical aujourd'hui pour finir cette émission, il fête aujourd'hui son 67e anniversaire, il a fêté ses 40 ans de carrière au Zénith de Paris dimanche dernier, il s'appelle Looney 7 Megadeth, on écoutera cette chanson. La JSK bien sûr, célèbre titre de notre ami Looney 7 Megadeth d'ailleurs, ce qui nous laisse l'occasion de vous dire et d'aller voir sur internet notamment la Kabylie sous la neige, mais alors vraiment sous la neige pour le coup, beaucoup de neige, du coup des tracteurs obligés de dégager pour que les villages, on puisse accéder aux différents villages de Kabylie. Voilà, l'Algérie sous la neige, et d'ailleurs on annonce des flocons de neige sur Alger dès demain. Tout de suite c'est le zapping. Le zapping, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé, sur internet, à la radio, avec François Fillon qui recadre les membres de son parti. Alors ce projet, je vais l'expliquer, je vais le préciser, je vais l'enrichir de vos meilleures idées, mais pas de zigzag, pas de camomille. Manuel Valls, le candidat à la primaire de la gauche, énervé par les questions des journalistes. Est-ce que vous avez sous-estimé la difficulté de votre campagne ? Vous posez les mêmes questions les uns et les autres depuis plusieurs jours. Vous ne savez pas faire autre chose. Et je ne répondrai plus à ces questions. Selon Jean-Luc Benamias, candidat lui aussi à la primaire de la gauche, a déclaré lors du débat qu'il n'y a pas que les jeunes qui fument du cannabis. Il n'y a pas que les jeunes qui fument du cannabis. Un certain nombre de personnes âgées, voire même très âgées, fument du cannabis. Et on va les interdire. On va pas vous demander à chacun si vous en avez déjà fumé, hein. Je vous rassure. Ça m'est arrivé. Okay. Je vous rassure. Et pour finir ce zapping, une petite parodie signée Camille Combal qui se moque gentiment dans l'émission TPMP des reporters de BFM TV. On suivi les primaires, mais comme d'habitude, BFM, qu'est-ce qu'ils font? Ils en ont fait un peu trop. Ils mettent la dernière couche en trop. Ils sont arrivés 2 jours avant le débat dans un studio vide pour faire des duplex, faire vivre les coulisses alors qu'il se passe rien. Et comme d'hab, ça donne un journaliste qui galère, qui brasse du vent et qui montre des choses super évidentes qui n'ont aucun intérêt. Ici, nous sommes dans les loges. Vous voyez par exemple derrière cette porte François de Rugy. Il y a également de l'autre côté Jean-Luc Benamias. Tout au bout du couloir que je suis en train d'emprunter parce que c'est ce chemin que vont parcourir les 7 candidats. Vous pouvez voir ici sur le sol, c'est fléché, accès plateau, et tout au bout, il y a le plateau. Voilà. C'est 7 pupitres pour les 7 candidats à cette primaire. Alors ça s'est pas arrêté là, à faire vivre les coulisses au plus près. Ça a continué toute la soirée sur BFM. Regardez bien ici, c'est la loge de Manuel Valls. Voilà, c'est ici qu'il se préparera. Alors vous voyez, il y a une poignée, donc le candidat devra appuyer comme ceci pour ouvrir la porte. Il faut en faire de même pour la refermer, regardez, sinon elle ne ferme pas. Venez, suivez-moi, regardez, c'est ici que les candidats vont faire caca juste avant le débat. Vous voyez, là on peut allumer. Et ici, le candidat à la primaire pourra éteindre la lumière, hop, réallumer la lumière, voilà. Ça c'est les coulisses, hein. Ici, vous voyez, c'est les marches que vont utiliser les candidats avec 2 lentilles dérapantes qui permet d'antidéraper. Ici, c'est un extincteur. Ceci est une rampe. Ça, c'est une chaise. Ce que vous voyez là, c'est le ciel. C'est là que les oiseaux volent la journée. Et nous sommes ici chez Benoît Hamon, à son domicile. C'est là que le candidat va pouvoir se préparer et se reposer la veille du débat. On est d'ailleurs avec sa femme qui est juste là. Mignonne comme tout. Voilà pour ce zapping, mes chers amis Karim et Jamel. Qu'est-ce qui vous a fait réagir dans ce zapping? Vas-y, je t'en prie. Alors par rapport au zapping, déjà par rapport à la couverture médiatique de la primaire, notamment BFM TV et même d'autres chaînes, notamment comme Télé. Le débat a été plus digne, je pense. Le deuxième débat a été plus feutré, si je peux me permettre, et plus agité. Et donc voilà. Donc si je dois retenir quelque chose, c'est plutôt les coulisses ou le deuxième débat de la primaire. Je sais pas si Christophe, je dois retenir quelque chose. Il y a eu des actualités plus intéressantes. C'est vrai que là, dans le zapping, il y a pas énormément de choses intéressantes sur lesquelles
Je pourrais réagir. Merci beaucoup Jamel et Karim. Voilà, bah écoutez, comme ça on va faire vite. Allez, dans un instant on va parler de l'état d'urgence. Vous savez qu'il est en vigueur depuis les attentats du 13 novembre dernier, qui a été à plusieurs reprises d'ailleurs poursuivi. Jusque d'ailleurs même après l'élection présidentielle. Sert-il réellement à quelque chose? Assure-t-il la sécurité des Français? C'est la question qu'on se posera avec vous au 01 40 33 9000. À tout de suite. Merci d'être avec nous LGF, avec monsieur Jamel Lamri et Karim qui sont avec nous aujourd'hui pour parler actu avec vous, bien sûr, échanger 08 92 23 99 50. Il se passe des trucs du côté de Davos. Alors Davos, on a l'habitude d'y aller pour skier d'habitude, mon cher ami Karim, mais là aujourd'hui il y a le Forum mondial à Davos. Exactement. Et il y a le président chinois qui s'est fait visiblement remarquer avec un discours absolument historique, on peut le dire. On peut le dire historique parce que il est en train de saisir une occasion inédite dans la réorganisation de l'économie mondiale, à savoir les positions de Trump aujourd'hui qui sont plus que catastrophiques vis-à-vis de l'Union européenne et notamment beaucoup de ses partenaires du futur accords libre-échange. Donc la Chine tend la main aujourd'hui. Le président chinois, d'ailleurs, c'est la première fois qu'il assiste à un forum de Davos. Il tend la main aux Européens en leur disant avec moi, si vous voulez aller de l'avant avec une politique de mondialisation ouverte qui exclut personne, venez la faire avec la Chine. Donc la Chine est en train de saisir une occasion au nord. Alors charge maintenant aux Européens de lui répondre. Est-ce que ils vont se pencher sur le sujet en faisant signer, parce que en fait la Chine cherche aujourd'hui avec l'Union européenne à faire ce qu'on appelle les accords de libre-échange, c'est-à-dire pouvoir vendre ses produits en France avec les normes, mutualiser les normes chinoises et les normes européennes. Ça va être un peu plus compliqué pour les Européens parce qu'on n'a pas les mêmes normes, des minimums, notamment sur les salaires, ce qui concerne les normes de fabrication, les normes de sécurité, les normes sociales. Donc tout ça, il va falloir travailler dessus. Enfin, les commissaires européens délégués à l'économie vont travailler dessus pour essayer de trouver des accords avec la Chine pour commercialiser des produits chinois en Europe et des produits européens en Chine, sachant avec les mêmes normes. Et puis il a fait évidemment un discours anti-Trump, on peut le dire, et on peut le comprendre puisque c'est pas très difficile de faire un discours anti-Trump aujourd'hui. Parce que Trump, c'est vrai qu'il a un petit peu chatouillé les Chinois, Jamel, avec le problème de Taïwan, notamment. Ça fait déjà plusieurs mois qu'il titille la Chine. En tout cas, voilà, ce que l'on peut retenir, c'est qu'il y a une redistribution des cartes sur le plan géopolitique. Les critiques de Trump à l'égard de l'Europe, le rapprochement avec le Royaume-Uni post-Brexit, les critiques vis-à-vis de l'Europe. On voit également tout le travail diplomatique géopolitique de la part des Russes d'un côté. Et aussi, on en parlait à l'instant, des Chinois qui essayent à un moment donné aussi de tirer leur épingle du jeu. Donc c'est un monde assez incertain, mais on voit qu'en tout cas il y a un nouvel ordre mondial qui est en train de s'installer progressivement. Donc voilà, avec une redistribution des cartes pour le meilleur ou peut-être pour le pire. C'est à voir. Dans l'actualité aussi aujourd'hui, en bref, après 15 jours de cavale qui ont pris fin la nuit dernière en Turquie, l'auteur de la fusillade du Nouvel An dans une discothèque d'Istanbul a été arrêté dans un appartement de la ville où il se trouvait d'ailleurs avec son fils de 4 ans, originaire d'Ouzbékistan. Il a avoué donc être l'auteur de ce carnage qui avait fait, on le rappelle, 39 morts, une attaque, souvenez-vous, revendiquée donc par Daesh. Voilà. Et puis la Turquie justement, avec la Russie, à l'initiative des pourparlers de paix sur la Syrie. Ce sera à partir de mardi prochain à Astana, le Kazakhstan, qui fait savoir aujourd'hui qu'il est fort prêt pour accueillir les participants. Les principaux groupes rebelles syriens ont donné hier leur accord pour ces discussions avec donc le régime. L'objectif est de consolider le cessez-le-feu, affirme ce matin le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov. On peut y croire à ces négociations de paix pour que le cessez-le-feu perdure et qu'on puisse enfin trouver une issue favorable à ce conflit en Syrie avec ce qui va se passer au Kazakhstan la semaine prochaine. Vous y croyez, messieurs ? Je t'en prie.
Non, vas-y, Jamal. Non, mais il y a tellement de confusion, on y voit tellement, on a très peu de visibilité, les équilibres, les accords paraissent très fragiles, très précaires, que on ne sait pas trop ce que ça peut donner. En tout cas, voilà, je profite également du temps de l'antenne pour surtout avoir une pensée solidaire, fraternelle avec le peuple syrien qui, lui, en tout cas, souffre depuis 5 bonnes années malheureusement, donc voilà. Effectivement. Karim, on y croit ou pas à ces négociations de paix? J'ai envie d'y croire, même si on va me dire peut-être que j'ai un brin d'optimisme, on va dire, mais j'y crois parce que la Turquie est en train de peut-être de regagner sa place qu'elle doit avoir dans ce conflit-là. J'ai toujours dit que c'est un conflit politique, géopolitique, avant que ce soit une guerre, c'est une guerre géopolitique. Alors ce qui peut-être me gêne là-dedans, c'est l'alliance avec la Russie, mais bon, ça c'est un peu on peut pas exclure la Russie de ces dialogues. Ah oui, elle a pris une place à part entière, hein, bien sûr, dans ce conflit. Et puis dans l'actualité aussi, en bref, en Égypte, 8 policiers ont été tués hier soir dans l'attaque d'un poste de contrôle dans le sud-ouest du pays. 2 des assaillants ont été tués. Pas encore de revendication. L'Égypte qui fait également face à une menace assez importante du terrorisme, notamment dans la région dans une région en particulier, bien sûr. L'Égypte, est-ce que on peut espérer aussi un calme pour ce pays? Ça va être difficile pour moi d'espérer un calme en Égypte pour la simple et bonne raison, c'est que il faut se rappeler dans les conditions où Sisi, le président Sisi a pris le pouvoir avec le renversement de Mohamed Morsi, l'ancien président, certes qu'on dit islamiste, on pense ce qu'il veut, mais il est le résultat des urnes, des démocratiques des urnes. Donc voilà, pour moi ça va être difficile de retrouver un calme parce que il y a des provocations du régime actuel de Sisi que je ne partage vraiment pas. Il a été imposé et il a réussi à se faire une stature avec le soutien de beaucoup de pays occidentaux, dont la France malheureusement. Donc voilà, j'espère que ça va se calmer quand même pour nos amis égyptiens, même si ce qui se passe, c'est la police à chaque fois qui est visée. Hein. C'est la police qui est visée, mais c'est l'institution, c'est le système de Sisi qui est visé à chaque fois. Donc il faut pas oublier que certes il y a une menace terroriste, mais aussi des gens qui n'ont toujours pas digéré la victoire de la manière dont Sisi s'est attribué le pouvoir. Est-ce que c'est un coup d'État, Jamel? Moi, je considère que c'est un coup d'État. Ouais. Je considère que c'est un coup d'État et la normalisation. La victoire de Sisi, c'est ça? Ouais. Le fait que Sisi ait pris. Non, c'est pas une victoire de Sisi. C'est-à-dire que voilà, il a pris sans le contrôle. être spécialement pro Morsi, bon, il a été élu démocratiquement. Il y a eu un processus qui avait été. Il faut respecter les urnes. Qui avait été enclenché. Exactement. Faut respecter le résultat des urnes, sachant que voilà, c'est quand même suite aux révolutions arabes qui avaient quand même laissé place à un vent d'optimisme. Et c'est pas parce qu'il y a une normalisation des relations ou peut-être une forme de pourrissement finalement. Voilà, on est là, on attend que ça se passe et on attend que ça se tasse, qu'il faut oublier dans quelles conditions Morsi a été mis en prison et dans quelles conditions Sisi et la junte militaire se sont attribués le pouvoir. Bien sûr, et je rappelle juste qu'il y a une répression sans précédent aujourd'hui pour traquer les anciens opposants de Sisi. Il faut pas l'oublier, ça. Des frères musulmans. Des frères musulmans, même si on partage pas tout ce qu'ils défendent, mais c'est pas une raison de s'attaquer à des opposants politiques. Ce sont des pratiques d'un autre régime. Et puis avant de parler de l'état d'urgence, en France, toujours, leur agression de début octobre avait mis le feu aux poudres dans les rangs de la police française. 11 personnes ont été interpellées, placées en garde à vue ce matin, dans le cadre donc de l'enquête de policiers au cocktail Molotov à Viry-Châtillon, en banlieue parisienne. La majorité de ces arrestations d'ailleurs a eu lieu dans le quartier de la Grande Borne, à Grigny, une ville voisine donc de Viry-Châtillon, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc voilà, visiblement 11 personnes ont été arrêtées ce matin. Alors, l'état d'urgence, bien sûr, on en parle, on en a beaucoup parlé, ça a fait beaucoup de débats à l'Assemblée nationale, au sein du gouvernement. Et puis il y a eu cette déclaration de Arnaud Montebourg que je vous propose d'écouter. Nous n'avons pas besoin d'état d'urgence pour protéger les Français. Nous avons besoin de faire changer
notre dispositif de protection des Français. Donc d'investir dans la police, je viens de le dire, de transformer un certain nombre de règles dans l'arsenal juridique. Beaucoup de choses ont déjà été faites. Nous pouvons encore les modifier à la marge, mais nous avons tout ce qu'il faut, comme dit le juge Trévidic aujourd'hui, pour déjouer les attentats, identifier les risques. Voilà, ça, ce sont là les déclarations de Arnaud Montebourg qui dit finalement, on n'a pas besoin, ça ne sert à rien de placer, de poursuivre en tout cas cet état d'urgence qui a été, rallongé à plusieurs reprises d'ailleurs. Et donc pour la dernière, c'est juste qu'après l'élection présidentielle, est-ce que, messieurs, l'état d'urgence, Karim, c'est fait pour rassurer les Français plus que on peut peut-être y mettre comment dirais-je je cherche mon mot là sur le coup. Est-ce que éventuellement cet état d'urgence sert-il encore à quelque chose aujourd'hui concrètement? Pour ma part, non. Pour la simple et bonne raison, il suffit de faire le bilan de l'état d'urgence. Aujourd'hui, l'état d'urgence, ça n'a pas empêché les attentats terroristes sur le sol français. C'est alors que c'était l'objectif initial de cet état d'urgence. Alors tu fais référence au 14 juillet à Nice, par exemple. Référence au 14 juillet. Il y a plein d'autres attaques qui ont été déjouées, ouais. Même si le ministre de l'Intérieur à chaque fois se félicite. Je parle de Bernard Cazeneuve et même Bruno Le Roux récemment, qui se félicite de l'état d'urgence pour avoir empêché certaines attaques ou certains attentats qui ont été déjoués. Je rappelle que ces attentats-là auraient été quand même déjoués malgré l'absence d'état d'urgence, parce que ce sont des institutions du renseignement qui existeront toujours sans l'état d'urgence. Alors, si je peux me permettre de faire le bilan d'état d'urgence, ce sont des votes en procédure accélérée au sein du Parlement français. Alors, ça veut dire quoi une procédure accélérée au Parlement français? Je suis bien placé pour le dire. C'est une faculté qui est offerte au pouvoir exécutif, c'est-à-dire le gouvernement, à réduire le débat parlementaire au minimum. Ça, pour moi, c'est une régression pour la démocratie. Et alors, la meilleure solution et la solution qu'on doit tenir face au terrorisme aujourd'hui, c'est encore plus de démocratie et pas réduire notre démocratie. Je parle aussi du détournement des lois, de certaines lois de prorogation dans le but de renforcer les moyens de surveillance et contrôle citoyen. Aujourd'hui, si vous regardez 4000 perquisitions, plus de 4000 perquisitions ont été faites depuis le début de l'état d'urgence. On a à peu près 1,5% de procédures judiciaires, de personnes poursuivies judiciairement. 6 mises en examen. 6 mises en examen avec une vingtaine de poursuites, on va dire entre guillemets, de personnes qu'on a poursuivies suite à ces perquisitions. Mais c'est vraiment le nombre de personnes aussi qui ont été placées, qui continuent pour certaines d'entre elles aussi d'être placées assigné à résidence aussi. Bien sûr, on sait ce que ça implique être assigné à résidence. Le Conseil constitutionnel a d'ailleurs, il y a une question de constitutionnalité des assignations à résidence qui est posée aujourd'hui en France. C'est quasiment du jamais vu. Il y a un recul. Aujourd'hui, l'état d'urgence permet un recul du juge judiciaire dans son rôle constitutionnel de gardien de la liberté individuelle. Aujourd'hui, c'est le pouvoir administratif qui permet de dire telle personne, je vais la placer en détention, en assignation, jusqu'à ce que je trouve une preuve à sa culpabilité, alors que normalement un juge judiciaire, je dis bien pas administratif, judiciaire, c'est lui, s'il a des preuves suffisantes, qui permet de mettre en détention n'importe quelle personne. C'est pour ça aujourd'hui, je ne peux que partager les propos de Arnaud Montebourg sur ce sujet, parce que l'état d'urgence n'a pas montré son efficacité, n'a jamais montré jusqu'à ce jour, je dis bien jusqu'à ce jour, malgré tout ce qu'on peut dire. Et ce qui est d'ailleurs dangereux, il y a une élection très importante qui arrive en 2017, c'est la première fois dans l'histoire de France, ça va se dérouler sous l'état d'urgence, vous vous rendez compte? Donc il peut y avoir des détournements des personnes qui seront placées pour être empêchées de parler. Question claire, Jamel Lamri, est-ce que l'état d'urgence a été aussi un espèce de déguisement pour s'en prendre à une communauté, la communauté musulmane? Parce que selon que eux en particulier, pour 80%, 90% ont été visés par des perquisitions. Il y a les militants écologistes aussi, hein. Oui. J'ai bien dit 90%, c'est pour ça. J'ai fait partie d'un groupe de signataires qui a rédigé un appel encadrer l'état d'urgence, c'est urgent, en date du 25 novembre 2015. Donc soit quelques jours après qu'on ait décrété finalement l'état d'urgence. Je pensais déjà qu'à cette époque-là, c'était effectivement important d'encadrer, parce que oui,
à la fois on stigmatise une composante de la communauté nationale, en l'occurrence la communauté musulmane, des discriminations, des perquisitions et des fois des perquisitions extrêmement voilà, on est à la limite de la bavure, ou même des fois il y a eu même bavure, il y a eu bavure dans certains notamment je pense à un restaurant. Oui, un restaurant. Moi je pense aussi à un aveugle, oui, qu'on a perquisitionné du côté de Avignon, je crois, si je me souviens bien, oui, à qui on a même retiré sa canne blanche, oui, hein. Exactement. Donc il doit se rendre 3 fois par jour à l'autre bout de la ville pour donc assigner, donc signifier qu'il va assigner en fait au commissariat. Et tout ça parce qu'il a eu le tort apparemment de se raser la barbe, dénoncé par une voisine. Voilà, donc voilà, avec tout le système de délation, ça renvoie une partie également de notre histoire, une page très sombre de notre histoire. Donc ça c'est le premier volet, mais après il y a effectivement le deuxième, et il faut pas l'oublier parce que nous faisons partie aussi de cette communauté nationale. Ouais. C'est effectivement la restriction des libertés publiques. Ouais. Les libertés publiques, c'est pas de l'acquis. Il n'y a rien qui est gravé dans le marbre. Il faut toujours faire attention. Il faut qu'il y ait une vigilance citoyenne de la part de tous les citoyens, de toutes les institutions, de toutes les associations, pour justement veiller à cela. Parfois, l'islamophobie peut être aussi un biais par lequel on peut remettre en cause un certain nombre de libertés fondamentales. Il faut faire très attention. Moi, ce qui m'avait un petit peu déçu à l'époque, Christophe, c'est de voir que ces discriminations, ces perquisitions qui pouvaient toucher une communauté musulmane ne réveillait pas le peuple, le milieu associatif, le monde associatif en France. Dès lors qu'on a commencé à s'attaquer à des manifestations de la part de certains mouvements de gauche, altermondialistes ou autres, là il y a eu une réaction. Et c'est là où on voit qu'il faut faire très attention, et c'est là où il faut essayer de créer vraiment des passerelles, parce que finalement que l'on passe par ce biais-là en stigmatisant une communauté, ou alors un autre biais via le terrorisme pour restreindre les libertés publiques, finalement ce sont nos libertés que l'on remet en cause. Il y a différents biais, soyons à un moment donné, si on est plus sensible à un biais, d'essayer d'être sensible également à d'autres biais. Et j'invite également les musulmans aussi, quand il y a des interdictions de manifester pour tel ou tel mouvement, qu'ils se réveillent également. Ce n'est pas parce que ça ne touche pas, entre guillemets, la communauté musulmane qu'il ne faut pas réagir. Il y a différents biais par lesquels on peut remettre en cause nos libertés publiques, qu'on peut remettre en cause les valeurs de la République, certains principes de notre République, et il faut également que les musulmans soient à l'avant-garde citoyenne pour faire en sorte de préserver ces acquis institutionnels, ces acquis historiques. Karim, l'état d'urgence, en clair aujourd'hui, il ne sert plus à rien. Pour moi, il ne sert plus à rien. Et la manière, la plus belle manière de s'affirmer, en tout cas d'affirmer, de combattre le terrorisme durablement, ce sont avec des armes de la démocratie et pas avec les restrictions de liberté. Alors, effectivement, cet état d'urgence, normalement, si je me trompe pas, en tout cas, c'est interdiction de manifestation sur la voie publique. Or, pendant la loi El Khomri, on a eu toute une sorte de manifestation quasiment tous les jours au quotidien. Des policiers, messieurs, qui sont partis dans la rue après ce qui s'est passé donc à Viry-Châtillon, qui sont partis manifester quand même sur les Champs-Élysées à plusieurs endroits de la France d'ailleurs. C'était du jamais vu. D'ailleurs, je crois même que c'est interdit pour les policiers d'aller manifester. C'est interdit et pourtant ils l'ont fait. Ça n'empêche pas les différentes manifestations de se poursuivre. Donc en fait, tout ça c'est de l'hypocrisie parce que on est en état d'urgence, mais on continue de vivre normalement finalement. Donc rien ne change. Rien ne change peut-être, mais pour certains. Si ce n'est la facilité de perquisitionner, si ce n'est la facilité de débarquer n'importe quel moment, de jour comme de nuit, chez une personne que l'on soupçonne. D'ailleurs, c'est l'argumentaire qui on va dire qui arrive en tête quand vous parlez. Moi, j'ai eu une discussion avec des parlementaires qui étaient pour archi favoris pour la prolongation de l'état d'urgence, qui me disaient ce sont offrir les moyens à nos policiers pour exercer leur métier de perquisition, ne plus attendre 6 heures du matin pour perquisitionner le domicile de quelqu'un, ne plus se justifier, ne plus avoir l'autorisation du juge pour aller faire une perquisition. Tout ça, ce sont je pense des régressions. Moi, je les partage pas. Si on veut qu'on perquisitionner le domicile de quelqu'un avant 6 heures du matin, c'est simple, il va falloir changer la loi au lieu de prolonger dans un état d'urgence permanent. Donc ça, c'est un peu mon coup de gueule du jour. Alors, oui. Karim et Jamel, on va prendre l'avis si vous le voulez bien, de Jamel, je crois. Hein. C'est Jamel ou Kamel? Allô? Ah, c'est Farid.
Farid qui nous a coupé. Farid, bon, il souhaitait peut-être intervenir sur l'état d'urgence, pas qu'il nous rappelle. En tout cas, 01 40 33 9000. Faut rappeler également, voilà, l'état d'urgence. Il me semble qu'il avait été appliqué durant, à l'époque des émeutes dans les quartiers populaires, et il avait été aussi appliqué pendant la guerre d'Algérie. Pendant la guerre d'Algérie. Oui. Donc il y a un moment donné, on utilise certaines choses dans la Constitution que l'on peut utiliser, mais très souvent en direction de certaines populations, et c'est ce qui est effectivement gênant. Donc effectivement, il faudrait aussi même interroger l'état d'urgence, les résultats qu'il a obtenus, et on verrait effectivement que le caractère obsolète de cet état d'urgence. Absolument. Eh bien, on peut continuer d'en parler évidemment avec vous par mail lgf@francemaghreb2.fr ou en nous appelant 01 40 33 9000. Cet état d'urgence sert-il encore à quelque chose? Bien visiblement, et d'après Karim El Djabel et un certain nombre aussi d'auditeurs, d'ailleurs, plus à grand chose. Christophe, il n'y a pas que nous qui se posons la question. La menace terroriste, c'est une affaire européenne, c'est une affaire mondiale. Si je peux faire un état de lieu du monde, on va dire les pays qui ont appliqué l'état d'urgence. Ouais. Tu le sais bien, Christophe, il n'y a aucun pays de nos voisins européens n'a mis l'état d'urgence, hormis la Turquie, parce que la Turquie a connu un coup d'État, ce qui est pas du tout la même chose. La Turquie a mis en place un état d'urgence, un pseudo, elle a copié entre guillemets le fameux état d'urgence. La Tunisie qui a suivi un état d'urgence. Oui, mais je parle de l'Union européenne. Donc je parle de nos voisins européens. Les Allemands, par exemple, ils ont fait l'état d'urgence après les attentats de Berlin. Pas du tout. Donc c'est tout à leur honneur. D'ailleurs, si vous regardez la réaction des journaux allemands suite à ces attentats, c'est vraiment ça à la hauteur des événements. C'est tous ensemble pour on n'a qu'un seul ennemi, c'est le terrorisme en soi, et pas faire ce qu'on appelle le pas d'amalgame, parce qu'en France c'était un peu la publicité des après attentats. Un peu orienté, hein, Jamel. Très orienté. Très orienté, oui. Ouais. Alors peut-être quelqu'un au standard pour intervenir sur l'état d'urgence. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir madame, quel est votre prénom? Je peux pas donner mon prénom, je voudrais juste vous dire merci pour ces émissions que vous faites passer dans cette antenne, parce que j'ai découvert votre radio, et franchement vous êtes monsieur Christophe comme un fils. Bravo. Voilà. Merci madame. J'ai à dire, parce que vos émissions sont magnifiques. Il y a de l'émotion. Et on n'entend que de la vérité dedans. Et justement, j'appelle aussi pour vous demander un service, et je peux vous parler hors antenne. Oui, ne quittez pas ma petite dame, on va vous reprendre dans un instant. Merci beaucoup en tout cas pour ces paroles très aimables. Alors il n'y a pas que de la vérité, parce que personne ne la détient, la vérité. On essaie comme ça d'apporter notre point de vue, voilà, si tant est qu'il puisse faire avancer un peu le schmilblick et les choses. Bien sûr, on va parler justement un peu de fraternité dans un instant, juste après la pub avec Jamel. Oui. Et on va s'intéresser au cas Macron. Il commence à faire trembler le monde politique français. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous. Bon après-midi en ce mardi 17 janvier avec Jamel Lamri et Karim qui sont avec nous aujourd'hui pour parler actu avec vous, et pour clôturer donc ce sujet de l'état d'urgence, un appel au standard 01 40 33 9000, puisque mesdames et messieurs, vous pouvez évidemment intervenir dans cette émission, nous donner votre point de vue qui nous intéresse, et je rappelle aussi à tout le monde que vous pourrez nous dire ce que vous voulez dans le cadre de la libre antenne entre 40 et 50 de 17h. Bonjour, interpeller nos amis ici présents, nous lancer une information qui se déroule près de chez vous. Bref, c'est antenne libre entre 40 et 50 de 17h tout à l'heure. C'est Ahmed qui est avec nous, bonsoir. Oui, bonsoir, Mohamed de Paris. Bonsoir Mohamed, pardon. Bienvenue à vous. Alors, l'état d'urgence sert-il encore à quelque chose, Mohamed? Ouais, c'est parce que l'état d'urgence, justement, c'est un suicide au point de vue économique. Parce que les touristes dans le monde, quand il y a l'état d'urgence, les agences de voyage déconseillent aux clients de venir sur Paris. Sachant qu'on a attendu 30%. C'est vrai. La perte en matière de tourisme pour la ville de Paris uniquement, si on peut parler que de Paris, était considérable, messieurs. Hein. C'est une véritable perte. 30% à peu près. 30%. Kamel et Karim, ça aussi c'est un aspect important. C'est un aspect important. Je fais référence pour un peu être d'accord avec Mohamed sur il y a une étude qui est apparue, je crois, dans la semaine dernière, qui fait état des touristes chinois qui délaissent la France pour l'Italie notamment, et pour d'autres pays européens, pour la simple et bonne raison, il y a les attentats terroristes, mais il y a surtout l'état d'urgence. Donc voilà, donc les touristes chinois qui sont importants pour le commerce et qui consomment français, en plus, qui consomment en France, ouais. Et qui, donc voilà, à ce rythme-là, on est quasiment à 30 à 35% de touristes chinois qui vont en Italie ou en Russie, à Saint-Pétersbourg notamment. Bon, en tout cas, merci Mohamed de nous avoir apporté cet aspect pas négligeable pour le coup.
Si tu me permets, Christophe, oui. Je suis taxi parisien, je te donne une info là. Ouais. C'est une cliente, alors je sais pas si c'est vrai, hein, c'est à vérifier. Hein. Bien sûr. Elle m'a dit qu'il y a à peu près 3 semaines, elle a vu un type dans le métro avec un grand couteau, et elle a fait signe donc aux autorités, elle a sonné, etc., elle a averti les flics. Ils ont mis 10 minutes pour arriver dans le métro. 10 minutes. Et il a fallu que il y avait 4 blacks, à ce qui paraît, 4 mecs assez costauds, qui ont encerclé le mec et qui l'ont neutralisé. Je sais pas si c'est vrai ou faux. Mais les flics, ils ont mis 10 minutes avant d'arriver. Alors c'est grave. Merci pour l'info, Mohamed. Effectivement, ça, malheureusement, voilà, ça, c'est. On peut pas vérifier ce genre d'informations. On peut pas vérifier ce genre d'infos, mais en tout cas, merci de nous l'avoir donné, donc à prendre avec beaucoup de pincettes. Hein. Merci beaucoup, Mohamed. Et bon courage à tous nos amis taxis qui nous écoutent, là, en force, évidemment. Ouais. Excuse-moi. Juste une dernière chose. Parce que j'entends beaucoup de choses qui sont, c'est du n'importe quoi. Je te propose un débat avec le secrétaire des taxis parisiens de la CGT et Saya Bayroun, si tu veux. Qu'on a reçu hier. C'est un débat. D'accord, ça marche. Écoute, pourquoi pas. Si vous êtes preneurs, les gars, pourquoi pas. On est toujours là pour les bonnes initiatives. Merci beaucoup, en tout cas. Salut Mohamed. À bientôt. Oui, parce qu'hier nous recevions le syndicat, le président du syndicat majoritaire des VTC à notre antenne. C'est un débat explosif et très sensible entre les VTC et les taxis. Donc d'ailleurs il y a un rapport de Grand Guillaume, le député Grand Guillaume, qui fait état de la profession de taxi, des VTC, pour que ça soit qui s'exerce, les deux professions s'exercent sur une bonne intelligence. Donc ce qui est pas évident à faire. Allez, on va vous servir un peu de fraternité, ça va pas faire de mal à personne, ça, pour le coup. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si on fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Je sais pas si c'est le coup d'avoir écouté Ben Amias parler du cannabis, mais moi je suis un peu perturbé là aujourd'hui, j'ai du mal à trouver mes mots, etc. Bon, pourtant j'ai rien fumé, je vous assure. En tout cas pas de ça. Mon cher Jamel, vous allez nous servir un peu de fraternité? Oui, alors c'est un extrait, c'est une partie d'un article que j'ai écrit le 20 novembre 2015 que l'on peut retrouver sur le site de Mediapart, La fraternité du sentiment à l'action. Alors nous nous sommes rendus compte que le corps social était aussi un corps physique. Chaque mort était une partie de nous-mêmes qui mourait. Nous avons ressenti les mêmes émotions. Les attentats de janvier nous avaient déjà touchés. C'était horrible. Mais là nous avons malheureusement atteint un sommet dans l'horreur. L'ennemi nous a tous mis dans le même sac, nous rappelle combien nous sommes une société. Les messages citoyens ont très vite afflué pour que notre société ne se divise pas, montrant la maturité du peuple français et celle retrouvée de nombreux responsables politiques et médiatiques. Une nouvelle identité française émerge petit à petit malgré les lectures identitaires et idéologiques de l'histoire de France, malgré les deux complexes hérités de l'histoire coloniale qui s'entrechoquent, celui de supériorité des descendants des colonisateurs et celui d'infériorité des descendants des colonisés. Ces deux complexes génèrent deux désirs contradictoires. Un désir d'invisibilité et un désir de visibilité qui provoquent des crispations identitaires, du repli sur soi, voire du dogmatisme religieux et laïque. La nouvelle fraternisation française devra prendre en compte toutes les histoires de France, les plus glorieuses comme les plus sombres, afin de faire une véritable place aux héritiers français des histoires coloniales dans le récit national français. Toutes les angoisses des Français dans leur diversité devront être prises en compte, car l'histoire et la psychologie, différentes de l'idéologie, sont indispensables pour pacifier nos relations d'aujourd'hui. Les discriminations mettent en avant le communautarisme d'en haut, indolore et incolore, culturellement raciste et socialement élitiste. Nous devons prolonger l'analyse de Pierre Bourdieu sur la reproduction sociale en y ajoutant la dimension culturelle qui fait vivre un bon nombre de nos concitoyens français, le plafond de verre social. Les discriminations sont une entrave au vivre ensemble, à la méritocratie républicaine et à la fraternisation française à laquelle nous appelons, si nous voulons vraiment envisager une société française fidèle à ses valeurs. La société française de demain devra être dans la fraternisation cohérente à l'intérieur de ses frontières mais aussi à l'extérieur, notamment dans le monde musulman et en Afrique. Ce ne sera pas chose facile. Nous savons que la France a perdu de sa puissance politique durant tout le XXe siècle. Son ego a été touché, son prestige remis en cause par les deux guerres mondiales et les décolonisations. La France a toujours eu une vocation à penser pour elle-même, depuis le siècle des Lumières et pour les autres depuis l'époque coloniale, mais lorsqu'elle y arrive moins comme en ce début du XXe siècle, elle angoisse, se remet en cause et elle est tentée de se replier sur elle-même. Le monde a changé.
de nouvelles puissances émergent sur la scène internationale, en même temps que les thèses déclinistes d'idéologues militaires mi-intéressés qui se font les VRP de l'idéologie des chocs de civilisation, type Zemmour ou encore Caroline Forest à gauche. Les pensées fantasmagoriques ne reposent sur aucune étude empirique, supplantant les analyses pondérées et scientifiques des chercheurs et les réflexions pertinentes et visionnaires des intellectuels. Ces idéologues divisent la France en deux et le monde en deux. Ils vont jusqu'à créer un ennemi de l'intérieur, le musulman, et de l'extérieur, le monde musulman. La France doit faire le deuil de l'ancien monde et penser ses richesses culturelles, intellectuelles, économiques et sociales uniques au monde. Elle doit, par la fraternisation humaine, contribuer au-delà de ses acquis historiques à l'émancipation de ses anciennes colonies et à la consolidation d'une civilisation humaine. Enfin, les deux défis de la fraternisation française et la fraternisation humaine doivent être relevés par l'ensemble des citoyens français, les classes populaires, économiques, politiques, intellectuelles et médiatiques. La double fraternisation passera par la création de passerelles et de solidarité entre tous les territoires de France, villes, campagnes, quartiers populaires et tous les territoires du monde, anciennes colonies, monde musulman, etc. Nos valeurs de liberté, d'égalité, de responsabilité, de fraternité seront garantes de la cohérence de nos actions en France et à l'étranger. Dès aujourd'hui, deux réflexions doivent être menées simultanément. Tout d'abord, les relations entre les autorités françaises et les institutions musulmanes de France pour accompagner et renforcer l'ancrage institutionnel de l'islam, mais aussi les relations de la France avec les pays musulmans pour accompagner leur développement économique, social et culturel. Les autres communautés religieuses et philosophiques doivent faire bénéficier également aux communautés musulmanes de leur expérience pour l'organisation du culte musulman. C'est à ce prix que la France pourra devenir une belle expérience du vivre ensemble fraternel, une voie politique singulière, une pensée humaniste et une conscience qui ne troque pas sa vocation pour des intérêts économiques illusoires ou au nom d'une prétendue supériorité culturelle. Le monde fraternise, fraternisons entre nous, Français, fraternisons avec le monde, afin que la France soit une conscience qui ne cherche plus à dominer, mais à éclairer l'humanité de son humanité. Jamel Lamri, un article que tu as écrit ? Oui. Le 20 novembre 2015, on peut le retrouver. Qui est paru dans Mediapart. Exactement. Très bien. Mon cher Karim, est-ce que le vivre ensemble, Jamel a essayé de le faire partager là pour le coup. La fraternité, c'était l'essentiel de son sujet, donc évidemment c'est une valeur qu'on devrait, c'est une valeur de la République française. Si je peux me permettre, mon cher Jamel, sur l'organisation du culte musulman par l'État français, moi je suis d'avis que l'État donne des moyens pour structurer le culte musulman, mais à aucun moment l'État français, la République française, ne doit mettre le nez là-dedans, parce que sinon c'est imposer des personnes comme on aura des responsables comme on les a aujourd'hui, qui ne serviront strictement à rien et qui aux yeux de beaucoup de musulmans de la communauté musulmane en France ne font que desservir l'intérêt de cette population en France. Donc voilà, donc oui, pour que la France aide la communauté musulmane à se structurer, mais pas avec un avis ni imposer des responsables comme il se fait aujourd'hui. Donc et malheureusement quand Marine Le Pen dénonce en France un islam des consulats, elle a pas tort. Voilà, je sais, d'ailleurs c'est le seul point que je partage avec elle. Elle a pas tort quand elle dénonce l'islam des consulats en France, parce qu'aujourd'hui quand le ministre de l'Intérieur va nommer, en tout cas il y a une élection du CFCM, du président du CFCM, il est obligé de faire le tour des ambassades et des consulats des pays du Maghreb ou des autres pays musulmans. Oui, là, sur la question de l'institutionnalisation, effectivement, de la France, sur le fait, effectivement, qu'il faut qu'il y ait un respect de la laïcité, de manière stricte et que l'État ne s'immisce pas dans les affaires musulmanes, ça 1000 fois oui. Malheureusement, c'est déjà le cas, et c'est déjà le cas depuis 1850 et la Deuxième République. Donc c'est une affaire qui est assez vieille. Alors effectivement, on peut se prendre position effectivement contre, comme un certain nombre d'entre nous on le fait, mais voilà, c'est déjà à l'œuvre. Mais moi, j'aimerais quand même revenir vraiment sur le sujet, c'est quand même la fraternité. Et dans un monde, dans un monde effectivement où effectivement dans cette organisation de l'islam où effectivement on fait la part belle à la division, moi j'aimerais quand même rappeler effectivement qu'il faut qu'également que les musulmans de France fraternisent entre eux et fraternisent avec leurs concitoyens. Fraterniser entre eux pour construire effectivement cet islam de France, parce qu'effectivement on peut critiquer le CFCM, mais ça fait plus de 14 ans maintenant qu'il existe, et en même temps les musulmans n'ont pas été forcément capables de créer leur propre institution, et en même temps donc la question de la fraternisation entre les différentes sensibilités musulmanes se pose, et de la même manière que la question également se pose avec l'ensemble de nos concitoyens. Il faut qu'également les citoyens français de confession musulmane soient porteurs d'un projet de société pour l'ensemble des citoyens de notre pays.
Bon, aujourd'hui, je vois bien le CFCM parce que voilà, c'est toujours le sujet qui revient. Pour moi, aujourd'hui, le CFCM n'a aucune valeur ajoutée pour la communauté musulmane. Je le dis bien et je pose le mot. D'ailleurs, il n'est pas le seul. C'est au contraire, dès que vous voulez faire, dès que vous avez un projet, dès qu'il y a des citoyens musulmans ont un projet innovant, on leur dit attention, non, vous avez déjà le CFCM, donc il faut se référer, il faut aller dans le CFCM. Mais quand vous savez les guerres qu'il y a entre à l'intérieur du CFCM pour la présidence, pour les histoires de vice-président, pour les histoires des commissions, des régions. Donc tout ça, moi en tout cas personnellement, j'en ai marre d'avoir tous ceux-là. J'aimerais bien avoir des personnes honnêtes qui ont des projets concrets et qui ont des idées et qui soient surtout pas élus, ou en tout cas pas désignés ou pas très proches du pouvoir ou des médias, parce qu'aujourd'hui ça jette on va dire ça met en cause l'institution du CCM et ça les empêche de faire des projets, des beaux projets. Notamment on a des beaux projets à travailler sur la matière de la charte du halal, on a du beau projet à travailler sur la CFCM n'est pas le sujet. J'aimerais juste vraiment profiter parce que c'est vraiment, je sais pas pourquoi on a basculé sur parce que tu parlais de la réorganisation. Enfin, dans tout le texte, vraiment, le CFCM, c'est vraiment je parle juste de l'institutionnalisation de l'islam de France comme un défi, mais je parlais pas forcément pas forcément comment il s'appelle du CFCM. Moi, ce qui m'intéresse également, c'est aussi d'envoyer un message également à nos auditeurs, c'est de leur dire, malgré finalement un climat politique, social assez houleux, où très souvent la communauté musulmane est stigmatisée, de lui rappeler également cette valeur de la fraternité, mais qu'également dans la spiritualité musulmane, il y a cette idée également de tendre la main, même si on est dans une difficulté, et d'ailleurs la vie du prophète de l'islam en est un exemple, c'est un slum. Donc dans un contexte extrêmement houleux à la Mecque comme à Médine, il a toujours su également tirer son épingle du jeu, il a toujours cherché à fraterniser, et c'est cette valeur de, non pas uniquement de la fraternité, mais de la fraternisation, c'est-à-dire mettre en action cette fraternité, créer des ponts avec nos frères chrétiens, juifs, également humanistes, pour essayer justement de porter un projet de société inclusif. Et justement, ce sera la meilleure manière de répondre à toutes celles et ceux qui, à gauche comme à droite, en haut comme en bas, essayent de diviser les Français sur des critères idéologiques. La question que je vais vous poser dans un instant, messieurs, dames, après avoir écouté Karim sur le cas Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui commence à faire trembler la sphère politique. Emmanuel Macron est-il, selon vous, le candidat qui va créer la surprise à l'élection présidentielle? Mais avant toute chose, une dernière minute qui vient de tomber. Un homme a été interpellé pour avoir asséné des coups au visage de Manuel Valls aujourd'hui à Lamballe. Donc Manuel Valls s'en est pris une, en clair, aujourd'hui. Moi, tu connais mon positionnement, donc je suis pas du tout un pro-valsiste, mais ce sont des comportements qui sont à dénoncer. On peut ne pas être d'accord avec un responsable politique, mais c'est pas pour autant qu'on ne doit pas le respecter. Alors Karim, Emmanuel Macron. Alors par rapport à Emmanuel Macron, moi je fais mon avis tranché là-dessus, pas sur Emmanuel Macron en lui-même, mais en tout cas pour le soutien des Hollandistes, d'ailleurs les proches du président Hollande, qui ont choisi de soutenir Macron, mais surtout, mais vraiment par défaut, notamment pour éviter de soutenir Manuel Valls, parce que Manuel Valls, c'est lui qui a poussé Hollande à ne pas se présenter, en tout cas à se précipiter pour prendre sa décision. Donc oui, à gauche, les regards et les espoirs se tournent de plus en plus vers le leader d'En Marche, ceux de François Hollande aussi. D'ailleurs, quand vous regardez les colonnes du JDD, qui date du week-end dernier, un proche du président affirmait que probablement que Monsieur Hollande va probablement soutenir Emmanuel Macron. C'est tout en cas une petite musique. On n'a pas attendu cette interview, donc cela fait des semaines déjà que Ségolène Royal vante les qualités d'un Macron qui régénère la vie politique. Julien Drey, conseiller du chef de l'État, qui indique sur France 2 que ça n'allait pas être facile pour le vainqueur de la primaire face à Emmanuel Macron. Jean-Marc Ayrault sur France 3 allait même jusqu'à expliquer qu'il y aurait un choix à faire après la primaire pour que la gauche ne soit pas absente du second tour de la présidentielle. Sous-entendu, le candidat qui sortira vainqueur de la primaire ne sera peut-être pas à la hauteur. Donc voilà, le ministre des Affaires étrangères en profitait au passage pour réhabiliter Macron en homme de gauche, parce que c'est un peu ce qu'on lui reproche au Parti
Parti Socialiste. Sans parler de l'avocat Jean-Pierre Mignard, ami de la famille royale Hollande, qui a rejoint le mouvement En Marche. Et donc, pour cette autre intime du président Dominique Villemot, qui apportant son soutien à Emmanuel Macron, disait « Je ne vois pas quel autre candidat Hollande pourrait soutenir ». Donc, évidemment, l'Élysée a démenti immédiatement et a pris ses distances avec ses propos. Il faut dire qu'à quelques heures, même parce que ça a été fait dimanche, à quelques heures du deuxième débat de la primaire, s'il n'y avait pas eu de démenti, cela aurait jeté un froid notamment sur ce débat et sur la primaire en elle-même. Cela dit, le doute est semé, c'est l'objectif des hollandistes, et il est même entretenu grâce à plusieurs proches de François Hollande. D'un point de vue factuel, ils se disent mais je parle des proches de hollandistes, ils se disent que Emmanuel Macron est le mieux placé aujourd'hui. Il regarde les sondages, il regarde ses meetings, il fait déplacer des milliers de personnes à Lille, à Clermont, à Quimper, et se disent qu'il se passe quelque chose. De qui parle-t-on en ce moment? De Macron. Macron est présent dans tous les esprits, dans tous les cerveaux de tous les candidats, et particulièrement celui de Manuel Valls. Et oui, Manuel Valls, celui dont on dit, dans l'entourage du président, qu'il l'a poussé à renoncer, alors qu'on voit François Hollande exprimer à présent des regrets face à Manuel Valls qui ne parvient pas à percer et qui ne soulève pas les foules qu'on lui avait promis. La vie politique est décidément toujours pleine de surprises. Entretenir l'idée que François Hollande pourrait soutenir Emmanuel Macron, c'est donc aussi prendre pour cible Manuel Valls. C'est le côté règlement de compte des hollandistes. Il n'a échappé à personne que choisir Macron, je parle toujours des hollandistes, c'est pour ne pas choisir Valls. Comme le dit un proche du président, toujours sous anonymat, celui qui surfe sur la vague, c'est Macron. Celui qui risque de se la prendre en pleine figure, c'est Valls. C'est les hollandistes. À choisir entre deux traîtres, on préfère celui qui n'a pas mis le dernier coup de couteau. Voilà pour l'avis tranché de Karim, en tout cas sur le cas Emmanuel Macron, ou plutôt sur le cas des hollandistes qui, c'est vrai, ça revient dans beaucoup d'analyses, donc soutiendraient donc Emmanuel Macron qui grimpe en flèche, et la course à la présidentielle, donc à quelques jours du premier tour de la primaire de la gauche qui aura lieu, je rappelle, dimanche, une primaire à laquelle donc ne participe pas, je vous apprends rien, Emmanuel Macron, et pourtant le candidat d'En Marche s'invite dans la campagne. C'était le cas dimanche lors du deuxième débat de la primaire de la belle Alliance populaire, où son nom est régulièrement revenu, et pour cause de réunions publiques à plusieurs milliers de personnes, hein. Je disais tout à l'heure Karim, un sondage flatteur, le phénomène Macron ne cesse d'étonner à gauche bien sûr, mais au-delà aussi. L'ancien ministre étonne, il inquiète aussi ses concurrents, toutes tendances confondues. Ici François Hollande donc soutenait, c'est la question que pose Karim, Emmanuel Macron. Les indiscrétions donc sont des confidences de proches du président, ont été très rapidement et très vigoureusement démenties, mais elles sont symptomatiques de la nervosité, en tout cas qui règne chez les socialistes, alors que la primaire de la gauche peine à trouver son souffle dans l'opinion et aussi au point de vue des audiences de télé. Mais ils sont plusieurs, les élus socialistes, à annoncer leur ralliement dans les figures, et non des moindres, comme Ségolène Royal, Bertrand Delanoë, font planer eux le suspense. Mais si Emmanuel Macron inquiète clairement sur la gauche du gouvernement, et il grignote aussi à droite, notamment chez les centristes, qui peinent aussi à obtenir des inflexions du programme de François Fillon. L'entourage du candidat de la droite a d'ailleurs commencé à pilonner le bilan de l'ancien ministre de l'économie et à montrer en lui le candidat de la continuité du quinquennat qui s'achève. La tentation donc est très grande de le faire passer pour le candidat des élites. Il n'y a pas que le Front National, à l'agrément franchi d'ailleurs des banques du système, pas du Front National, donc système des médias imposteurs. Les attaques pleuvent, notamment depuis qu'Emmanuel Macron est venu sur les terres frontistes à Hénin-Beaumont pour s'ériger, comme il le dit lui-même, en rempart face à un parti qui porte la haine, l'exclusion et le repli. Marine Le Pen d'ailleurs était hier matin l'invitée d'RTL et interrogée justement sur le cas de l'ancien ministre de l'économie. La présidente du parti d'extrême droite a moqué celui que certains voient en candidat anti-système, car il se dit ni de droite ni de gauche. Écoutez ce qu'en pense Marine Le Pen, c'était hier matin chez nos confrères d'RTL. C'est pas un candidat ni de droite ni de gauche, c'est le candidat de Bruxelles. C'est le candidat de l'ultralibéralisme, c'est le candidat du mondialisme, c'est le candidat de l'austérité. C'est presque même une caricature de cette politique-là. Bon, et c'est le candidat des médias aussi, pardon. Enfin, je veux dire, la fascination puérile des médias pour ce candidat en est presque drôle. Comment vous expliquez qu'il y ait autant de personnes dans ces meetings? Au-dessus de ça, il y a les jeunes filles à la sortie du concert de Justin Bieber.
Voilà, donc c'est le people pour Marine Le Pen. Donc c'est ce qu'elle a déclaré chez le confrère de RTL. Après toutes ces explications, toutes ces informations, Jamel, Karim, amis auditeurs, au 01 40 33 9000, Macron peut-il être la réelle surprise de l'élection présidentielle? Jamel. Oui, il peut être une surprise. Hein. Trump en a été une. Le Brexit en est une. Aujourd'hui, l'année qui vient de s'écouler a montré effectivement que voilà, on pouvait, rien n'était figé, que tout était possible. Et je crois que c'est ce qui inquiète au-delà même de Macron et pour l'instant son programme, parce que là il y va petit à petit, il n'abat pas toutes ses cartes. Mais on sent que c'est possible. Et puis franchement, quand on voit la réponse de Marine Le Pen, quand on voit également ce que va proposer un François Fillon, quand on voit également ce que va proposer un Mélenchon, effectivement, il y a peut-être une part de rêve, de success story. Là, je parle uniquement du personnage qui peut à un moment donné donner envie aux Français de voter pour lui. Et puis voilà, le côté ni gauche ni droite, c'est une idée qui est ancrée vraiment chez les Français, mais personne n'a réellement réussi. Et puis là, on se dit que voilà, avec lui, peut-être que voilà, ça peut être possible. En tout cas, il ne laisse pas indifférent. Je pense que dans 10 jours, on aura une dizaine ou une quinzaine de jours, on en saura un petit peu plus par rapport à la gauche, parce que clairement, tout dépend du candidat de gauche. Il peut clairement le Parti socialiste peut vraiment être pulvérisé s'auto-pulvériser en c'est ce que ressort dans les sondages d'ailleurs. Hein. Oui, voilà, avec. C'est-à-dire que Mélenchon, Macron ferait battre le Parti socialiste. Et le mettrait derrière. Il y a une partie du Parti socialiste qui est très attirée par le discours de Mélenchon. Il y en a une autre qui est très attirée par le discours de Macron. Et entre les deux, il y a personne qui fédère. Et surtout pas Manuel Valls. Donc voilà, en fonction du candidat, pour Emmanuel Macron, son candidat rêvé, ce serait quelqu'un comme Arnaud Montebourg ou Benoît Hamon. Manuel Valls, ça lui poserait quelques petits problèmes, mais en même temps, je pense qu'il pourrait être devant lui au présidentiel durant l'élection présidentielle. Donc voilà, là il va se passer encore beaucoup de choses et en même temps bien malin celui qui pourra à un moment donné dire que ça va se passer de telle ou telle manière. Karim, justement, c'est sur cette idée, je suis ni de droite ni de gauche. On sait que les Français font souvent référence à l'alternance, un coup de droite, un coup de gauche, et puis on repart, et puis finalement tous pourris, tous les mêmes. Macron a-t-il compris ce message et arrive-t-il au bon moment finalement? Après, on peut le dire, 2 quinquennats ratés, que ce soit de Sarkozy et de Hollande. Alors le problème de cette vieille idée qui date de même Giscard a essayé de la porter à un moment donné, donc ni de droite ni de gauche. Le problème c'est que personne n'a jamais réussi à se dégager sans, en tout cas en dehors d'un parti politique. C'est ce qu'est en train de faire Emmanuel Macron. D'ailleurs, il appelle pas ça un parti politique, mais c'est plutôt un mouvement. C'est-à-dire, t'es pas obligé d'être adhérent, t'es obligé d'être juste sympathisant, ou tu partages un peu une partie des valeurs, voilà, des idées, mais pas tout. Donc voilà, ce qui est vraiment contraire à un parti politique où tu dois suivre la culture du chef. D'ailleurs, c'est ce qui se passe au Parti socialiste. Tu vois, là, tous sont en train de se diviser dans les primaires, mais je prends le pari, après le 28 janvier, le jour de la deuxième tour des élections, après le 29 janvier, tu verras que tout le monde se sera derrière une personne comme s'il jamais eu de division, comme ce qui s'est passé d'ailleurs entre Juppé et Fillon, qui s'était vraiment très tendu. Et quand on voit aussi, ça me fait sourire quand je vois Benoît Apparu, qui était très proche d'Alain Juppé, aujourd'hui porte-parole de Fillon, comment il en parle, je me dis que c'est juste, c'est un peu ce que déteste un peu. Sauf que maintenant Fillon commence à être un peu lâché, notamment par une certaine catégorie des sarkozystes. Il est pas lâché. Quand je vois la convention nationale des Républicains, ou disons, ce que j'appellerais toujours moi l'UMP, je suis pas sûr. Il y a eu quelques petits messages, petits couacs, notamment d'Estrosi et Laurent Wauquiez, qui ont essayé un peu de faire on peut les qualifier des frondeurs de la droite. Ouais, ça peut être les frondeurs de la droite, mais à droite, il y a quand même la culture du chef qui demeure par rapport à la gauche, alors qu'à gauche, c'est très divisé. Comme disait Jamal tout à l'heure, il y avait des gens qui sont très proches d'Emmanuel Macron, Parti socialiste, mais ils peuvent pas le dire parce qu'aujourd'hui, Jean-Christophe Cambadélis dit celui qui va s'engager avec un autre candidat en dehors de celui de la primaire, il perdra sa circonscription. Et quand tu vas avoir
pas de soutien du Parti Socialiste en tout cas, donc ça veut dire on va te mettre un candidat en face, donc vous allez perdre tous les deux, et personne aujourd'hui ne prend le risque de le faire. Elle aime beaucoup Macron. Ségolène, elle l'a reçu d'ailleurs. Ségolène, elle a un seul projet en tête, c'est de aller à l'ONU. Ça, elle le dit, elle arrête pas de le dire, donc c'est plus La Rochelle en tête, c'est plus de députation, donc elle a plus ça en tête, donc il faut l'avoir en tête. Donc elle prend quasiment aucun risque sur la politique nationale. Donc ce qu'elle a envie, c'est de se faire nommer, en tout cas de se faire proposer d'être la candidate de la France. Elle a essayé de le faire d'ailleurs à l'ONU, mais elle n'a pas réussi parce qu'elle avait bien réussi la COP 21. Donc voilà, je reviens au débat national. Donc tout dépend du candidat de la gauche aujourd'hui. Le candidat de la gauche, personne ne le sait. Pour moi, ça va être Manuel Valls parce que on croit les sondages, même si je alors il y a Benoît Hamon qui monte en flèche dans les sondages. Il y a Benoît Hamon qui fait une très bonne impression, moi personnellement, mais fait une très bonne impression. Valls, c'est pas ma tasse de thé, même si malgré tout ce il essaye en tout cas de se donner une nouvelle image, sachant qu'il est complètement garant du quinquennat en échec qui vient d'avoir lieu de Hollande, et surtout que les revirements sur le 49.3, sur la Cour de justice européenne, mais c'est vraiment par opportunisme, parce qu'il y a eu un débat dans la société, donc du coup je propose le contraire de ce que veut entendre le peuple. C'est vraiment ce sont les Français, ils en ont marre de ces discours-là. Donc pour toi c'est Valls qui va gagner la primaire? Pour moi, il a. Je suis pas sûr. Moi j'espère. J'espère que je vais être d'accord avec toi. Je suis pas sûr, parce qu'en vérité je pense sincèrement qu'il a de grandes chances de terminer. Là où je te rejoins, c'est qu'il a de grandes chances de terminer, peut-être, et encore, c'est pas sûr. Non, c'est pas sûr. Premier. Éventuellement au premier tour, mais sur le report, tout dépendra de la mobilisation. Si Hamon passe, s'il a le report de voix de Montebourg ou vice versa. Et vu comment ils se ménagent les deux, vu quel positionnement ils ont eu, c'est-à-dire de quitter le gouvernement de Valls, de comment il s'appelle, dès 2014, ils ont toutes les raisons tout à fait d'accord avec toi, Jamel. Vraiment de reporter les voix l'un ou l'autre. Si tu verras, c'est là où moi pour connaître un peu le collaborateur, les proches de Hamon et Montebourg, je peux te dire que pour le deuxième tour, c'est pas gagné. C'est alors que les gens ils se disent mais c'est pas possible, vous avez quasiment le même programme, vous avez quasiment la même fenêtre de tir, l'angle d'attaque c'est le même. Ce qui les sépare, c'est sur le nucléaire notamment. C'est surtout les égos. Ouais. Donc ça, ils peuvent pas supporter les égos, il y a un différent. Sur le nucléaire, Montebourg il plus vraiment il fait un discours un peu qui essaye de passer auprès des écologistes. Benoît Hamon, il a un discours, il a transformé son discours, c'est un projet écologiste, et je vois pas du tout, moi personnellement, pour les connaître un peu plus, je vois pas du tout comment Montebourg et Hamon aujourd'hui puissent travailler ensemble. C'est très difficile. D'où la raison de la chance de Valls, parce que aujourd'hui, si à l'état actuel des choses, si on regarde pas les personnes, je regarde les idées, bah c'est simple, tu regardes Vincent Payan, Montebourg, Hamon, qui sont Montebourg. Pardon. Et Montebourg. Et Montebourg, Hamon. Le plus et à gauche Vincent de Payan, tous, c'est voilà, c'est Hamon. Hein. C'est Hamon, mais ça. Aujourd'hui, ils sont à 80% d'accord. En tout cas, c'est rien à voir avec le programme de Valls. Ouais. Valls, allez, tu lui rajoutes Benamias peut-être avec un François Durugy opportuniste. Même pas sûr, hein, Durugy, bah si, bien sûr que si. Donc tu verras. Sylvia Pinel, je pense pas. Qui l'a nommé, bien sûr que oui. Les PRG, ça a toujours été l'antenne satellite et pour avoir travaillé dans un groupe RRDP, les radicaux de gauche, je peux te dire, Sylvia Pinel, elle ne tolère pas que tu critiques Valls devant elle. D'ailleurs, si tu veux regarder le débat, tu comprendras. Donc Payon, on a bien compris que c'était pas son ami. Mais en tout cas, ce payant est là, c'est parce que certains hollandistes l'ont poussé à y aller. Il va gratter quand même des voix, Manuel Valls. Bien sûr. Voilà. Donc s'il y a un deuxième tour, Montebourg, Valls, et je pense que Valls a moins de chance. Très bien, on en reparle avec vous, avec un appel peut-être pour nous donner votre avis, le j'aime ou j'aime pas, et puis on va ouvrir notre page sport, la CAN catastrophique pour les équipes maghrébines. France Maghreb 2, France Maghreb 2. De retour dans le grand forum LGF sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous, ne loupez pas tout à l'heure aussi le journal de la CAN à 18h10 pour toute l'actualité de la CAN. Bien sûr, avec un match qui a commencé d'ailleurs depuis 17h. On en reparlera évidemment tout à l'heure. Karim et Jamel qui sont avec nous, messieurs, avec l'avis d'un auditeur, celui de Méziane. Méziane, Macron peut-il être la surprise de l'élection présidentielle? C'est la question que je pose aujourd'hui. Oui, je pense que c'est possible, mais moi je le déplore parce que, en fait, je crois que, bon, comme c'est un nouveau produit, soi-disant, moi j'appelle ça un produit du système mondialiste, puisque la gauche, soi-disant, la gauche, les socialistes ont trahi depuis toujours, et la droite, du fait de Fillon et toute sa clique, Sarkozy, ont fait la même chose. Ce sont des gens, en fin de compte, on ne peut pas les distinguer, comme disait Marine Le Pen, c'est blanc bonnet, bonnet blanc.
Donc, en fait, pour qu'il y ait un véritable changement, Macron, c'est lui qui se dit, je fais la synthèse des deux, mais en fait, c'est un produit du mondialisme. D'ailleurs, il est allé se faire adouber aux États-Unis, à New York, et puis à Londres, en Angleterre. Donc, il est clair que ce message n'est pas banal. Je crois que la seule vraie alternative qu'il peut y avoir, c'est ou Marine Le Pen ou Asselineau. Il n'y a pas d'autre alternative. Non, mais faut être sérieux, Asselineau, il n'arrivera jamais au deuxième tour. La droite traditionnelle, ce sont des gens qui ont travaillé exactement dans la même optique. Mais je crois que le système est complexe, parce que si vous regardez Syriza en Grèce, eh bien, il avait des intentions, mais au bout du compte, il s'est rangé dans les rangs parce qu'il n'avait pas le choix, parce qu'il est pris dans un système. Donc, en fin de compte, le système doit être éclaté. Et je crois que, d'un point de vue mondial, il y avait donc, soi-disant, les Russes, le bloc URSS, et puis le bloc atlantique avec l'Amérique et l'Europe. Méziane, Karim. Et donc, la seule alternative, ou c'est les extrêmes, ou c'est l'islam. Waouh. Ça présage un bon. Marine Le Pen, monsieur, Marine Le Pen est une enfant également du système, dans le sens où elle a pas eu le pouvoir au sein même de sa famille politique parce qu'elle avait des compétences. C'est d'abord et avant tout parce que c'était la fille d'eux. Il faut arrêter à un moment donné de considérer que elle-même est hors système. Quand elle, tout à l'heure, Christophe, tu nous as à un moment donné mis un petit extrait et qu'elle parle que c'est le candidat des médias. Mais l'autre Philippot, là, on a l'impression qu'il a son sac de couchage à BFM et à iTélé. Il arrête pas de passer. C'est le premier. Il arrête pas de passer. Alors quand on dit qu'effectivement Macron peut lui reprocher plein de choses, mais à un moment donné, s'il vous plaît, quand on dit que c'est un candidat du système, Fillon c'est un candidat du système, Mélenchon également c'est un candidat du système, comment il s'appelle, à sa manière, Marine Le Pen est aussi une candidate du système. Donc arrêtons à un moment donné de faire des faux procès à Emmanuel Macron, et les critiques sur Emmanuel Macron, c'est pas à ce niveau-là qu'elles sont les plus pertinentes. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend, Méziane. Oui. Tu sais, ça s'appelle le dialogue, à mon avis. Qu'est-ce que vous proposez-vous? Je peux le répondre, Christophe. Vas-y, Karim, vas-y. Oui, alors bonjour Méziane. Donc moi, juste pour revenir à ce que vous disiez par rapport à Emmanuel Macron, certes, c'est peut-être le candidat système, mais juste pour remettre les choses dans leur ordre, il n'est pas le seul. Le Front National, c'est les candidats du système. Alors, on peut faire pas mal de reproches à Emmanuel Macron, notamment sur sa politique économique qui est très libérale, ou en tout cas et encore, il met un peu de l'eau dans son vin actuellement. Il avait dit que les 35 heures c'est un peu plus duré. Il est revenu dessus, il a dit je ne toucherai plus aux 35 heures. Il avait remis en question les SF. Il a dit les SF finalement je le garde. Donc moi, on est loin de son discours devant le MEDEF qu'il avait fait devant les DEF, notamment dans les Yvelines. Donc il a commencé à revenir là-dessus. Moi, pour avoir travaillé de manière très proche avec lui, en tout cas avec ses équipes, je peux vous dire que c'est une personne, c'est un bosseur déjà. C'est le seul ministre à qui vous écrivez aujourd'hui. Il vous répond en moins de 2 semaines avec une réponse très argumentée, très claire et qui est très sensible à des enjeux, à des questions très de sociétal, notamment très sociétale. Je peux vous dire sur le matière de la lutte contre la discrimination et la lutte contre le racisme, j'ai eu l'occasion de travailler avec lui sur d'un séminaire organisé notamment dans son ministère sans la présence des caméras parce qu'il n'avait pas besoin de faire toute la com qu'ont fait habituellement les autres ministres pour dire moi regardez je suis le candidat du racisme, je suis le candidat de la lutte anti-sémitisme et tout ce qui va avec. Donc voilà, c'est pas quelqu'un qui Excusez-moi. Oui. Je ne conteste pas ses compétences. Le problème ce n'est pas, vous savez, quand en Algérie il y avait eu des décennies où on a fait appel à, comment il s'appelle, à Boudiaf Lahirahmou, les journalistes d'Antenne 2 lui avaient interviewé là-bas en Algérie, ils lui ont dit bon, vous avez une économie du terrorisme, une économie complètement délabrée, une économie qui va pas. Est-ce que vous avez des gens compétents pour changer ce système? Il a dit écoutez, c'est un problème d'honnêteté, de malhonnêteté. Alors il y a des gens qui sont très honnêtes et compétents. Des gens très honnêtes mais incompétents, et il y a des gens qui sont compétents mais malhonnêtes.
Donc avec ça, qu'est-ce que vous voulez faire? Ben c'est avec ça, mais vous me parlez d'Algérie, je vous parle de la France, pardon. Donc Macron, c'est quelqu'un vous le considérez comment? Mais seulement il travaille pour le mondialisme et pour l'aristocratie mondiale, l'oligarchie mondiale. Non, l'oligarchie. C'est pour les banques. Pour les banques, ça c'est votre avis, donc ça c'est vous qui le dites. C'est l'économie. Vous savez, c'est pas un problème d'islam, c'est pas un problème de religion, c'est un problème économique. Vous savez, c'est l'économie qui fait tourner le monde. Je peux vous poser la question? Je peux vous poser une question? Pour vous, parce que vous, apparemment, vous connaissez bien le milieu politique, qui propose un meilleur programme économique aujourd'hui en France? Écoutez, le programme économique, à partir du moment où il est mondialisé, il est complètement pourri. Non, mais je parle pas. Vous dites-moi qui propose un meilleur programme. C'est une identité, c'est-à-dire c'est comme une famille. À partir du moment où on dit la famille n'existe plus, donc la nation n'existe plus, il n'y a plus que le capital qui existe. Mais je vous parle d'une personnalité, vous me parlez de l'économie. Je vous dis qui aujourd'hui, qui propose, Vous savez, la politique, c'est quoi la politique? C'est l'organisation de la société. Bien sûr, par un groupe de personnes. Professionnelles, c'est d'abord un problème économique. Et l'économie, vous prenez Macron, ou vous prenez les socialistes, ou vous prenez la droite classique, c'est exactement la même chose. Donc vous, il faut être fataliste, il faut s'arrêter là, donc on constate, c'est ça? Non, il faut quand même des gens qui n'ont pas gouverné, qui n'ont... Dites-moi des noms. Dites-moi des noms. Comme qui? Des gens comme qui? Dites-moi des noms que vous connaissez, qui pour vous qui vous parlent. Moi, je pense à Asselineau, je pense à Mélenchon, d'accord. Et je pense à Marine Le Pen. Mélenchon peut-être. Marine Le Pen, à quel niveau Marine Le Pen? Comment? À quel niveau Marine Le Pen? Vous êtes prêt à voter pour Marine Le Pen, vous? Ah oui, je suis prêt à voter pour Marine Le Pen. Très bien. Vous pouvez me rappeler votre prénom? Méziane, oui. Vous êtes d'origine maghrébine, si je peux... Oui, bien sûr. D'accord. Oui. Donc, Marine Le Pen, qui vous considère comme une erreur de l'histoire, elle vous propose un meilleur projet économique. Vous avez mal écouté, vous l'avez mal écouté. Oui, bon, on va pas refaire le débat de Marine Le Pen aujourd'hui. Elle vous considère comme une erreur de l'histoire, avec toute votre fierté, votre dignité. Mais on peut pas être à 100% d'accord avec tout ce qu'elle dit, bien entendu. Il y a très bien, soyez d'accord, c'est votre avis. Mais je parle d'un point de vue économique, c'est la seule qui veut travailler pour un peuple, et non pas pour une oligarchie mondiale. Un président de la République, c'est tout un programme, pas que l'économie. Et aujourd'hui, je vous prends le pari devant vous, il n'y a aucun candidat. Le nœud gordien, c'est l'économie, monsieur. Oui, le nerf de la guerre, c'est l'économie. Mais aujourd'hui, personne, aucun homme. À partir du moment où l'économie, et si vous voulez qu'il y ait une espèce de répartition avec une certaine justice sociale, vous savez que les gens vont s'apaiser. Quand il n'y a plus de foin dans l'écurie, les chevaux se battent. Je vous dis bon courage alors d'avoir la justice sociale avec Marine Le Pen. Merci Méziane. Voilà, pour qu'on avance, hein. Voilà. Écoutez, ça, ce sont malheureusement des discours que l'on entend. Des discours qu'on entend de plus en plus. Mais il faut les contrer avec de l'argumentation en disant c'est pas Marine Le Pen qui va éliminer la justice sociale, c'est pas en créant plus de différences entre les gens. Ça m'interpelle aussi, moi, Karim, d'entendre. Mais évidemment, c'est des personnes qui, Christophe, moi tu sais très bien, on a des origines sur cette radio, il y en a beaucoup qui s'expriment qui ont des origines. Et ces origines-là, Marine Le Pen dit à chaque fois quand elle les exprime que nous rappelle à chaque fois, nous met devant notre tête que vous n'avez rien à faire là. À un moment donné de l'histoire, vous êtes là, donc je vous considère pas, ou en tout cas je ferai tout pour empêcher ceux qui arriveront derrière vous, qui sont de la même couleur que vous, qui sont de la même culture que vous. Donc voilà, c'est ce que je dénonce aussi, ce que je dénoncerai toujours. Jamel, ça non mais faut pas être non plus naïf. On peut faire la critique des partis de gauche, de droite. Aujourd'hui, il devient extrêmement difficile avec les interdépendances des économies, avec le fait qu'il y a un certain nombre de lois, quasiment 3/4, qui sont déjà discutées, débattues d'abord à Bruxelles, en Europe avant d'arriver en France. Quand on voit également toutes les corporations, quand on voit également toutes les syndicats et les difficultés à réformer, si aujourd'hui on vient et on me dit que la petite PME politique de Le Pen qui se transmet de père en fils, demain après Marine ce sera Marion Maréchal Le Pen, finalement cette petite PME familiale va être la solution. Je ne pense pas. Et qui instrumentalise, qui joue sur les peurs, qui n'a pas de programme économique clair, qui joue juste sur la démagogie. Effectivement, en ce moment, les thèses sur le mondialisme, sur les théories du complot, effectivement, on le vend en poupe, donc elle joue là-dessus. Mais quand je l'entends parler, il n'y a ni vision pour la France, ni vision de l'avenir, et il faut faire très attention. Et il faut surtout pas abdiquer sur le plan intellectuel. C'est pas parce qu'effectivement il y a une vraie critique à faire des partis. Et effectivement, quand on voit les politiques de gauche comme de droite, ils n'apportent pas de solution. Mais c'est pas parce que
il y a cette critique qu'il faut faire, qu'à un moment donné, il faut penser que la solution des extrême gauche avec Mélenchon, qui est un pote de Manuel Valls, il a été lui-même ministre, ou alors la petite PME familiale à l'extrême droite, sont des solutions. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Il faut surtout accepter que aujourd'hui, on est dans un monde très connecté, très interdépendant, et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de forces qu'il faut également, composer. La politique, c'est aussi ça. Alors, il faut qu'on avance. Malheureusement, on est très en retard. Karim, en un mot rapide. Oui, on a un mot juste pour rappeler ce qui vient de tomber aujourd'hui. Le MEDEF reçoit le Front National, notamment Bernard Monod, qui est l'un des conseillers économiques de Marine Le Pen. Et je peux juste citer ce qu'il a dit, ce qu'il vient de dire. Ouais. Il vient de dire aujourd'hui, je viens de le constater, la position de Gattaz est pour une fois intelligente, elle est démocratique, surtout que le Front National est l'ami de toutes les entreprises, du petit commerçant aux géants du CAC 40. Nous sommes des libéraux sans ambiguïté pour l'économie du marché et la libre entreprise. Donc on vient de me dire que Marine Le Pen, on vient faire la critique à Macron qui est l'ami des mondialistes, et quand on entend le conseil économique de Marine Le Pen dire ça devant le MEDEF, ça me fait sourire. Allez, on parlera de la CAN tout à l'heure avec notre ami Karim, puisqu'il a un coup de gueule à passer. On en parlera plus avec lui. On passe au j'aime ou j'aime pas, il est 37, très en retard. Les affaires judiciaires du général Nézard classées sans suite en Suisse. Jamel, Karim, on aime, on n'aime pas? Moi, j'aime pas, pour la simple et bonne raison, parce que j'aime bien quand les enquêtes vont jusqu'au bout, et on sait pas pour quelle raison a été mis de côté, parce que rien n'a été dévoilé. J'ai pas d'avis sur la question. Je peux te dire, je m'en fous. Ouais, je m'en fous un petit peu. Très bien. Zemmour, vous vous souvenez que c'était dit l'ami des djihadistes, ça avait fait scandale. Oui. Il y a eu des plaintes de déposées. Oui. Pareil, classé sans suite, terminé. J'aime pas parce qu'à un moment donné, cet individu là qui déambule de plateau en plateau pour déverser sa haine, son idéologie, aujourd'hui, il faut à un moment donné que on est dans un état de droit et que la parole raciste est un délit. Karim, j'aime pas du tout, parce qu'il fait partie dans ce que je dénonce toujours, ce que je dénoncerai toujours, la l'eupénisation des esprits. Donc il en fait complètement partie. Le leader de l'extrême droite autrichienne appelle à interdire l'islam fasciste. Je sais pas comment il va faire. Je m'en fous complètement, dans le sens où pour moi la question n'est pas là, parce que l'islam fasciste, j'en connais pas. Moi j'aime pas, et puis effectivement l'incapacité finalement de penser l'islam comme un phénomène complexe. Et là finalement on vous fait du nazi-islamisme, du fascisme-islamisme, on vous fait des petites courbettes avec des formules toutes faites. L'islamo-gauchisme. On sait pas trop ce que ça veut dire, mais voilà, ça fait bien, et puis voilà. Ça fait vendre en tout cas. Ouais, voilà. Tiens, une belle initiative, je suis sûr que vous allez aimer celle-là. Ça se passe au Canada, une mosquée et une synagogue qui ont initié une action commune pour une famille venue de Syrie. Ah, j'aime. Très bien. Il faut également que les religions s'engagent, les lieux de culte également soient des lieux ouverts également aux réfugiés et aux causes de ce monde. C'est évident, et que j'aime plus que j'aime même, je dirais. Allez, on enchaîne avec l'Europe qui deviendra musulmane, non pas à cause de l'islam, mais à cause de notre stupidité. C'est les mots d'un archevêque en Italie. Qui a versé d'ailleurs dans une xénophobie primaire, on peut le dire. Moi j'aime pas parce que finalement on est encore dans cette vieille idée là qu'il y a une espèce d'islamisation rampante de la société, des sociétés européennes, que finalement les musulmans ont un projet secret, qu'on est là et que finalement le grand remplacement, toutes ces idées un peu nauséabondes de gens qui à un moment donné n'acceptent pas qu'effectivement l'Occident on n'est plus aussi hégémonique que par le passé, et qu'aujourd'hui on est dans un monde multilatéraliste, et que cette blessure narcissique, il va falloir à un moment donné accepter de la guérir, mais pas sur le dos de l'islam et des musulmans. Laissons l'islam et les musulmans tranquilles. Karim, j'aime pas du tout, pour les mêmes raisons que Jamal, mais surtout pour dire que si quelqu'un aujourd'hui veut se faire de la pub, un peu de pub, un peu d'opportunisme médiatique, il suffit de cracher sur l'islam. Allez, une dernière pour la route, dans le j'aime ou j'aime pas, les joueurs de foot les plus chers au monde est Mahrez, le joueur algérien, dans le top 20 avec 67,8 millions d'euros. Mahrez dans le top 20 des joueurs les plus chers du monde. Ouais, j'aime bien, parce que c'est Mahrez, et c'est parce que j'aime un peu l'équipe de Leicester aussi, donc oui, ça me déplaît pas, même si je reste toujours vigilant face au foot business aujourd'hui, qui prend une ampleur un peu
très malheureuse parce que ça fait les affaires de certains sur le dos des gens populaires notamment qui aiment les vrais fans de foot, parce que je pense qu'on va en parler tout à l'heure sur les vrais fans de foot qui subissent tout ça alors que ce sont des millionnaires qui jouent sur une pelouse verte. Moi j'aime parce que voilà, l'histoire de Mahrez est belle, le fait également qu'il ait reçu un mail assassin de l'ancien président de l'OM, qu'il le prenait de haut, il va à Leicester, meilleur joueur du championnat, Leicester qui est champion, il est dans les top 10 des ballons d'or. C'est une belle réussite et c'est peut-être un message, meilleur joueur africain, et c'est un message également à tous nos petits frères, toutes nos petites sœurs également qui sont engagés dans des carrières professionnelles, de ne jamais lâcher et vous pouvez atteindre les sommets. C'était le j'aime ou j'aime pas, et je signale et je rajoute quand même qu'il y a visiblement depuis le début de la CAN sur les différentes chaînes de télé et sur les réseaux sociaux des commentaires extrêmement racistes et négrophobes notamment. C'est ce que l'on peut voir et apparaître donc depuis la CAN. Ça c'est un scandale. C'est un scandale. C'est absolument. un vrai scandale. Il est 42. Allez, c'est parti pour notre moment de liberté. La démocratie participative est exercée tous les jours au quotidien dans cette émission dans le Grand Forum. Karim, il est là. Jamel, il est là. Et vous avez entendu peut-être un truc qui vous a interpellé, que vous n'avez pas aimé, qui vous a froissé. Bien, c'est le moment de le dire, de nous appeler pour nous dire ce que vous voulez. Antenne libre, je prends les appels sans filtrage. 01 40 33 9000. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, c'était pour intervenir, c'est possible. Prénom Ali, je m'appelle Ali. On t'écoute, Ali. Voilà, donc je vais vous donner la source, je vais essayer d'aller très vite. C'est Islam Ibn Ahmed. Le titre de la vidéo, c'est Ibn Abdel Wahhab et la famille Saoud. Alors c'est-à-dire c'est le wahhabisme qui s'approprie l'islam. Alors je vais donner les références. Alors c'est le livre écrit par Suleiman Ibn Zahman. Il est l'élève de Abdelrahman, petit-fils de Ibn Abdel Wahhab. Le livre c'est Sharh Kitab Tawhid de Sahih Bukhari. Le chapitre c'est l'unification. Vous avez un accent arabe à couper au couteau, à mon ami. Hein. Allô ? Oui, t'as un accent arabe à couper au couteau, hein, je te le dis tout de suite, mais bon. Ok. Donc, tu l'as démasqué, Christophe. Ouais. Donc la préface, elle est commentée par le Roleyman, président des études supérieures des universités d'Arabie Saoudite, c'est-à-dire le wahhabisme pur et dur. La 19e page, voilà ce qu'il dit. La grande majorité du monde musulman fait partie des Ash'arites, ça on est d'accord, qui suivent les 4 écoles, Hanafites, Malikites, Shafi'ites, Hanbalites. Nous sommes tous d'accord. La grande majorité suit le ash'arisme dans la croyance. Donc il dit, il est obligatoire pour les oulémas, les savants musulmans, les héritiers du prophète, de résister et se battre contre ces tendances, c'est-à-dire contre les 4 écoles malikites, shafi'ites. Ils s'approprient l'islam, ces gars. Merci Ali, merci pour qu'on y aille, mon ami. Je termine. Bah ouais, mais non, on n'a pas le temps. Contre eux avec capacité, débat, des ouvrages, montrer la vraie croyance, le vrai islam. Et si on n'y arrive pas de ces manières-là, alors par les armes. Ali, ce que je te propose la prochaine fois, c'est que tu nous donnes directement ta source. Les gens iront voir par eux-mêmes, mon ami. D'accord ? Ouais, c'est Islam Ibn Ahmed. Le titre, c'est Ibn Abdel Wahhab et la famille Saoud. Merci, Ali. 34 vidéos. Salut, mon pote. À bientôt. 01 40 33 9000. Faites vite, hein, parce que voilà, il faut qu'un maximum de monde puisse passer. C'est un petit peu le but du jeu, dans cet espace qui est réservé à cet effet. Donc, allez-y. Allô, 01 40 33 9000. Allô, bonsoir. Bonsoir Christophe, c'est Marseille. Manji, Marseille, bonsoir Manji. Bonsoir, c'est un froid parisien, c'est pas possible. Bon bref, passons. Ouais, calmez-vous là. Vous êtes pas... Les supporters de l'OM sortent de ce corps. Manji, on t'écoute. Moi, je voulais en fait juste faire une gros coup de gueule et c'est pour ça que j'ai arrêté de regarder l'équipe, le foot en fait. À cause de l'OM 4-1 contre Monaco. Sur le foot, c'est truc de malade et franchement, moi je souhaite que les 3 clubs du Maghreb rentrent à la maison et comme ça on passera au vrai problème, c'est-à-dire il y a un gros problème au Maroc, il y a une grosse manifestation hier contre les lois, parce qu'il n'y a pas de burqa au Maroc, ça c'est voilà. Il y a le froid qui est en train de décimer des familles entières en Tunisie, il y a les problèmes qu'on sait en Algérie,
que ça risque d'exploser très rapidement. Donc ouais, tu préconises aux équipes de rentrer à la maison, c'est ça? On est emblémé par le foot, voilà. Juste de dire, arrêtez de votre racisme, après votre nationalisme abruti. Voilà. Merci Manji, merci. Les 3 équipes rentrent à la maison. Ok, ça marche, c'est entendu. 01 40 33 9000, bonsoir. Allô? Oui, Christophe. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, la CAN, tout est africain. Sans les joueurs maghrébins. On a l'impression que c'est tout nouveau. Ils sont pas des Africains. C'est ça ce que je voulais leur dire. J'ai pas tout compris, mais merci de l'avoir dit en tout cas. 01 40 33 9000, allô, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur Christophe, ça va? Décidément, c'est le club ce soir. Kamel, bonsoir, on t'écoute. Ouais, je tiens simplement à dire vraiment, je remercie vos 2 chroniqueurs et je salue beaucoup Maïssa Leroy, que j'aime beaucoup parce qu'à chaque fois il y a un sourire par là. Vraiment tu pourras lui dire demain, Kamel. Salut, 01 40 33 9000. Il faut que ça aille vite, les gars. Arrêtez de perdre votre temps pour rien. Si vous avez des trucs à dire, faut y aller. Sinon, c'est pas la peine de décrocher son téléphone. 01 40 33 9000. Faut profiter de cet espace pour balancer des vrais scuds, quoi, des vrais trucs. Ah, faut sortir que ça sorte du ventre, là. Voilà, faut pas que... Bon, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, prénom, ville d'appel. Oui, c'est Mehdi de Paris. Salut Mehdi de Paris, qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'appelle, c'est juste par rapport à l'équipe nationale qui joue à l'équipe d'Algérie, bien sûr. Et ouais. Je voulais juste dire que il faut les supporter jusqu'au bout, que ce soit pas que dans les victoires et un drapeau, c'est dans le cœur, c'est dans tous les niveaux et à tous les caps. Ok, voilà, ça marche, Mehdi. Tahia Bladna, merci beaucoup Christophe. 1, 2, 3, vive l'Algérie. Ciao, mon pote. Salut Mehdi. Hein, mais c'est vrai que ça, il faut encourager les équipes, même quand elles. Il n'y a pas qu'elle est l'équipe algérienne, Christophe. La Tunisie et le Maroc. Ouais, merci de oui, rappeler. Absolument. Allez, on continue. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Salut Christophe, comment allez-vous? Bonsoir, prénom et ville d'appel. Je m'appelle Marez, j'appelle d'Alger. Ah, c'est Riyad. Salut Marez. Non, quoi, allez, l'Algérie. Viva l'Algérie. Ça y est, le message est passé. Bah bon courage les gars, c'est jeudi contre la Tunisie à 17h hein. Ça va être chaud. Ah ouais, tu vois, l'opium du peuple, Jamel et Karim. Ouais, mais le foot, l'opium du peuple, messieurs. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe. Bonsoir, prénom et ville d'appel. Oui, c'est Abderrahmane de Paris. Abderrahmane de Paris, vas-y. Oui, c'est une question pour vous inviter. Est-ce que le général Khaled Nazar est considéré comme un criminel militaire ou sinon il est considéré juste un simple militaire? Donc c'est un criminel de guerre ou non? Merci Abderrahmane pour votre question. Jamel Karim, rapide pour la question. Bon, pas d'avis là-dessus, mais vraiment, pour moi, je connais pas. D'accord. Jamel, pareil? Moi non plus. Très bien. Bon, bah ils connaissent pas. Hein. Désolé Abderrahmane. Allô, bonsoir, tu repasseras. Allô? Allô? Oui, bonsoir, prénom, ville d'appel. Bon, Christophe, c'est de Montigny. J'appelle pour passer le salam à tous les Français et surtout à mon pote Karim Boulkhout. Voilà, c'était juste pour dire ça en fait. Ah, d'accord, donc c'est un ami. Tu t'appelles comment? Hicham. Hicham. Oui, je reconnais Hicham. Bonjour Hicham. Ça, c'est les chroniqueurs, ils font appeler leurs potes maintenant, c'est bien les gars. Pas du tout, c'était pas prévu. Merci. Allez, Hicham. Bon courage. Salut Hicham. Merci, salut Hicham. 01 40 33 9000. C'est bien, c'est bien. Il y en a un pour Jamel ou pas là? Quelqu'un qui t'écoute, qui a envie de te passer un salam? J'ai prévenu personne, mais s'il y en a. Moi, il y a ma femme et mon petit-fils qui Ah, Imran. Allez, un petit dernier pour la route. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Prénom, ville d'appel. Ouais, bonsoir Christophe. Moi, c'est le Fakir de Marseille. Salut Marseille. On t'écoute, mon ami. Je voulais juste passer une dédicace à toute la France, à tous les musulmans, à tous les juifs, tous les chrétiens, et dire que vous avez des débats, c'est de la bombe de balle. Merci beaucoup, mon ami. Avec un bel accent. Et bon courage à vous et continuez comme ce que vous faites là. Et allez Paris, hein. À très bientôt, mon frère. Allez Paris, hein. Là, il n'entend pas, tu vois, c'est bizarre, ça passe pas. Je plaisante évidemment. Allez, Marseille, bien sûr. Même s'ils ont perdu quand même 4-1, ils se sont pris une petite volée. Allez, on a le temps d'en prendre un petit dernier pour la route. Allô, bonsoir. Allô. Allô? Oui, bonsoir, prénom et ville d'appel, vite. Moi, c'est Abdel. De Marseille encore. Abdel. Ok, bah Abdel, bah écoute, merci mon pote, à bientôt. À bientôt, ciao, ciao. Ciao, ciao, on n'avait pas raccroché en fait avec Abdel. Bon, bah voilà, écoute, c'était sympa. Moi, j'aime bien cet exercice, moi. Hein? C'est pas mal, ça m'a fait sourire, moi. Allez, dans un instant, on va parler de la CAN justement avec Karim pour ce coup de gueule. Il a un coup de gueule à passer contre les 3 équipes du Maghreb. Algérie, Maroc, Tunisie. Et notre ami Jamel va nous parler d'une interdiction. C'est à suivre. Et dans un instant de la LGF.
LGF, le grand forum à suivre aussi dans quelques minutes. La Myanmar pour l'éphéméride, les événements qu'il ne fallait pas rater, ou plutôt les événements qui se sont déroulés 17 janvier. Il y en a eu pas mal d'ailleurs. C'est ce que nous dira Amar dans quelques minutes. Puis le journal de la CAN bien sûr à retrouver. Et puis bien sûr la télé, les programmes pour ce soir, pour ceux qui veulent la regarder en tout cas. Et notre coup de cœur musical à l'occasion de son 67e anniversaire, monsieur le grand poète de la chanson algérienne, Nounis Saïd Meguedet, dans sa célèbre chanson JSK. Donc JSK qu'on écoutera donc tout à l'heure en fin d'émission. C'est parti pour les coups de gueule, coup de cœur, interdiction, on y va, c'est parti, jingle. France Maghreb 2. Le coup de cœur. Alors on va commencer par un coup de gueule, mon cher ami Karim. Tu veux nous parler de la CAN et tu t'adresses aux équipes maghrébines. Ouais, je m'adresse aux équipes maghrébines de manière un peu réservée, mais de manière générale, c'est toujours la même chanson. Quand on arrive à la CAN, on essaie de faire le beau jeu, on essaie de faire des matchs aboutis, ce qui est tout à l'honneur de ces équipes-là. Je parle de l'équipe du Maroc notamment qui a dominé hier son match, mais sans le gagner. Sauf que le foot, c'est pas de le dominer, c'est pas gagner. C'est un peu le cas d'ailleurs de la Tunisie, si je peux me permettre. Pareil de la Tunisie, c'est la même chose. Et l'Algérie, c'est pareil, qui s'en sort un peu plus. Enfin, on va dire c'est l'équipe qui s'en sort un peu mieux. Avec une défense en carton, par contre. Avec peut-être, mais en tout cas, il faut comprendre que le jeu africain, c'est pas le jeu à l'européenne. Alors c'est peut-être le problème de ces équipes-là. Il y a beaucoup de joueurs qui évoluent en Europe et avec toujours la même philosophie, construire, faire le beau jeu, alors qu'en Afrique il faut aller directement à l'essentiel. Dès que tu as la moindre occasion, il faut pas hésiter à la saisir, à la marquer. C'est ce qu'a fait le Togo, ce qu'a fait le Zimbabwe, ce qu'a fait le Sénégal face à la Tunisie, qui a été battu 2-0. Donc je suis un coup de gueule envers les entraîneurs qui n'ont toujours pas saisi ça. C'est qu'en Afrique on joue pas de la même manière qu'en Europe, donc voilà. Et juste un favori, Kamel et Jamel et Karim, pardon, pour celui qui va se qualifier pour la suite de la compétition parmi les trois, Maroc, Tunisie, Algérie, vous voyez qui? Mais quand on regarde le groupe marocain, donc c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a la Côte d'Ivoire à franchir. Même si j'aimerais bien qu'ils les battent vendredi, je dirais vu que l'Algérie a eu un point, donc c'est beaucoup plus facile pour elle que pour la Tunisie. Donc sauf que tout se décidera jeudi lors du match Tunisie-Algérie. Donc celui qui gagne, il aura des chances de passer. Jamel? Oui, je pense l'Algérie a vraiment en tout cas la possibilité de passer au second tour et même d'aller très loin. C'est pas parce qu'ils ont fait 2-2 que voilà. C'est un premier match. On a vu que c'est une compétition qui est quand même très relevée, très relevée. Donc l'Algérie a fait un nul, c'est pas mal. Maintenant, on va voir. Tout va dépendre du match contre la Tunisie. Il y a, je pense, dans ce groupe-là, un pays du Maghreb qui va être éliminé. Et après le Maroc, on peut rêver de l'effet renard. Il a déjà gagné 2 fois la CAN. Est-ce que le Maroc va se relever? En tout cas, plus personne n'attend le Maroc, mais en même temps, ça peut être aussi une bonne position pour lui. Une bonne position. Ils ont plus rien à perdre. Voilà. Ils n'ont plus rien à perdre. On y croit. Allez, voilà. on y croit. Tous derrière le Maroc, l'Algérie et donc la Tunisie. Ça va être compliqué quand même pour la Tunisie. On verra en tout cas l'issue de ce match. Très important. Oui. Allez, on va parler non plus de foot, mais d'une interdiction, mon cher Jamal. En tout cas, il y a un lien. Il y a un lien. On va parler d'un des pays du Maghreb. Et très souvent, nous les Franco-Maghrébins, nous sommes très critiques vis-à-vis des pays du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie. Un petit peu moins quand il s'agit des pays de l'Arabie Saoudite, du Qatar, où on est un peu plus indulgent. Mais là, en l'occurrence, il y a eu une interdiction qui m'a fait moi plaisir. C'est l'interdiction du voile intégral au Maroc, tant dans son importation, sa fabrication que dans sa commercialisation. Au-delà du fait qu'il n'y a aucune mention dans le texte coranique, que si fatwa il y a eu dans l'histoire de la civilisation musulmane, ce sont toujours des avis circonstanciés par le temps, l'espace et la culture. Au-delà de ça, on en parlait il y a deux semaines, Christophe, la dignité et le respect des femmes. Pour moi, c'est quelque chose de fondamental et il faut à un moment donné que nous ayons un message fort en interne pour défendre la dignité des femmes, le respect des femmes en tant que personne, en tant qu'individu. Il faut que nous, en tant qu'hommes, on arrête à un moment donné de penser l'islam pour nos femmes. Nos femmes peuvent penser l'islam et aujourd'hui nous avons besoin d'un regard masculin mais aussi d'un regard féminin. Donc ça c'est la première des choses. La deuxième des choses c'est le risque de sécurité. Oui, l'islam donne de l'importance au visage et c'est le visage qui nous permet de reconnaître l'individualité de la personne. Et il y a des risques de sécurité. Et on a vu des histoires de dissimulation qui ont malheureusement abouti à des drames, tant sur le plan terroriste mais même aussi sur des affaires de mœurs.
de fornication. Oui, ça existait, il faut en parler. La troisième des choses, c'est le complexe vis-à-vis des pays maghrébins, vis-à-vis des pays du Moyen-Orient sur la question de l'islam. Eh ben, c'est très important. Le roi du Maroc, il faut le féliciter, pour 2 fois ces derniers mois, a pris des positions sur le voile intégral et a pris des positions contre le discours de Daesh. Et il a la légitimité religieuse, et j'aimerais le rappeler véritablement à nos auditeurs. Il a une légitimité islamique beaucoup plus longue dans l'histoire en tant que royaume chérifien que le wahhabisme de l'Arabie Saoudite. Donc, les franco-marocains, les franco-maghrébins qui nous écoutent, à un moment donné, décomplexez-vous vis-à-vis de tout ce qui vient du Moyen-Orient et commencez à écouter les savants du Maghreb qui sont extrêmement intéressants, extrêmement pertinents. Et voilà, je terminerai là-dessus. Mon coup de gueule, c'est moins un coup de gueule qu'un coup de cœur. C'est vraiment un coup de cœur. Et je suis content que, enfin, on ait des paroles fortes. Et il faut également des interdictions. Et il faut également que même les Français de confession musulmane, qu'ils fassent un peu l'effort aussi de connaître cet islam maghrébin qui est riche dans toutes ses confréries, dans tous ses grands ulama. Je rappelle que nous avons eu des grands savants comme Ibn Rushd, des grands mystiques comme Ibn Arabi, des grands juristes comme Ibn Hazm, et il faut arrêter de complexer pour nous ramener tous les noms de savants qui viennent d'autres contrées, qui peuvent être très respectables, mais n'oubliez pas qu'à un moment donné, ces pays-là investissent dans une idéologie de l'islam qui veut parler au nom de tous les musulmans et de tuer toute la diversité à l'intérieur de la communauté musulmane. Merci Jamel. Karim, un petit mot peut-être là-dessus? Oh, l'islam est divers et varié, donc ça n'échappe à personne. Donc les différences entre les cultures, entre le cultuel et le culturel. Donc c'est vrai que les coutumes et la pratique de l'islam au Maghreb n'est pas la même en Arabie Saoudite, encore moins en Afghanistan ou des pays comme le Pakistan. Donc voilà, il faut respecter les cultures et les coutumes de certains pays. Donc il y a la finalité de coup de cœur de Jamel, c'est de dire qu'il y a un islam entre guillemets maghrébin, il faut le respecter. Oui, il faut respecter les coutumes du Maghreb et il faudra peut-être les porter encore un peu plus, parce qu'aujourd'hui celles qui sont visibles, notamment je parle en France, c'est beaucoup plus on nous bassine toute la journée avec des islams qui viennent du Moyen-Orient. Non, il n'y a pas que l'islam du Moyen-Orient. Le voile des mamans maghrébines qui sont en France et qui vous ont changé vos couches et qui à un moment donné continuent à garder même vos petits enfants et qui sont des mamans extraordinaires. Ce voile-là est un exemple. Ne complexez pas, arrêtez de regarder de haut nos mamans. Elles portent un voile extrêmement pieux, spirituel, et c'est cette spiritualité dont nos sœurs devraient également s'inspirer. C'est la base du féminisme, si je peux me permettre. Le féminisme, c'est simple, c'est de laisser à la femme de choisir la manière de s'habiller ou de se comporter en tout cas, il faut laisser à elle-même de choisir la manière dont elle s'estime bien. Donc voilà. Et celles qui ne le portent pas restent musulmanes. Et j'ai vu beaucoup de femmes qui ne le portent pas, qui font la prière, qui s'engagent dans l'associatif, qui sont très engagées dans la communauté, dans la société, et qui sont, en termes de spiritualité, des femmes extraordinaires. Donc je voudrais aussi saluer toutes ces femmes qui, à un moment donné, pour X raisons, et ça leur appartient, ne le portent pas dans l'espace public, mais qui sont des musulmanes et qui font honneur à l'islam au quotidien. Merci Jamel Al-Amri, merci beaucoup Karim, à très bientôt messieurs. Merci, à bientôt. Demain autour de cette table, Maïssa Leroy et Hicham Terak. Dans un instant, la Myanmar pour l'éphéméride, le journal de la Cannes, la télé et notre coup de cœur. Il est 18h pile, on a rattrapé notre retard, c'est parfait. Le rappel de l'actualité en ce mardi soir avec Marine Garel. Bonsoir Marine.